avec énormément de plaisir et avec en même temps une énorme déception de ne pas pouvoir le faire en direct. Je déclare ouvert la finale de l'édition 2020-2021 du Challenge on Pouce, donc la 19e édition. L'année dernière, on a franchi le cap de l'âge de raison. Là, on s'approche des 20 ans, ce qui est quand même un âge plutôt sympathique, avec beaucoup d'espoir, et ce sera l'occasion de faire un joli anniversaire pour le Challenge on Pouce l'année prochaine. Cette 19e édition, on devait la vivre tous ensemble dans les locaux de la Cité des entreprises de Cannes, qui sont fraîchement livrés, que la municipalité cannoise, qui est aujourd'hui représentée par Franck Chicly, qui, au nom de M. David Lisnard, président de la CACPL et maire de Cannes, qui donc assume la présidence du jury. La ville de Cannes se faisait un bonheur, et nous donc, de pouvoir utiliser ces locaux et de pouvoir être parmi les premiers utilisateurs de ce magnifique outil de travail. Et en fait, à 3 jours près, la décision gouvernementale de punir quelques départements, dont les Alpes-Maritimes, ont fait qu'on a dû, avec beaucoup de rapidité, beaucoup d'agilité en même temps, faire l'exercice de vous avertir tous et de réorganiser l'exercice en un exercice virtuel, numérique, à distance, comme vous l'avez peut-être suivi déjà l'année dernière, et comme beaucoup d'événements ces derniers temps, depuis un an en fait, nous ont un petit peu habitués à le vivre et à le fréquenter. Très content de pouvoir, au titre des membres du jury que je vous présentais tout à l'heure, accueillir toute la Côte d'Azur du numérique, toute la Côte d'Azur de l'innovation et des startups. Ils sont tous là, et je leur remercie d'avoir répondu présent à l'appel et de donner de leur temps pour cet exercice. Et puis, comme toujours, c'est un exercice dont le but pour Télécom Vallée, depuis le premier jour, et ça continue d'être le cas aujourd'hui, c'est de créer un lien fort avec la population étudiante, et de pouvoir passer le message que la création d'entreprise, c'est absolument pas un truc de vieux, c'est absolument pas un truc de professionnels burinés par le temps et par l'exercice, et qui ont déjà vécu tout un tas d'aventures, qui ont été salariés, entrepreneurs, qui sont montés sur l'Himalaya et qui sont allés faire de la plongée dans des endroits incroyables. Non, c'est quelque chose qui est totalement à la portée des étudiants, et aujourd'hui, on est très fiers, depuis quelques années, en France, d'avoir un statut magnifique qui est le statut d'étudiant entrepreneur. Donc, le Challenge on Pouce, à sa façon, y a contribué comme une inspiration, continue de le faire chaque année. Et c'est vous, les membres des équipes, et c'est les coachs et les profs qui sont autour de vous qui font que tout ça se passe bien. Donc, bravo à vous tous. Et même si c'est à distance, voilà, il y a cette espèce de lien qui nous relie aujourd'hui, et qui est cette finale. Je vais vous donner très rapidement un tout petit bout d'agenda pour savoir comment ça va se dérouler. Donc, vous voyez, on va essayer de respecter le timing, qui est de pouvoir démarrer dans des bonnes conditions. 3 équipes qui vont avoir des présentations pour lesquelles vous voyez le mode de fonctionnement, 15 minutes de pitch et 10 minutes d'interaction avec le jury. Les présentations vont se faire à distance, ce qui veut dire aussi qu'on sait qu'il peut y avoir des petits soucis de bande passante, on sait qu'il peut y avoir des petits soucis de micro. Je sais que le jury sera bienveillant par rapport à ça, et sait que contre des problèmes techniques, on ne peut absolument pas mettre ça au débit des équipes, mais pour autant, je vous ai demandé, dans la mesure du possible, d'avoir des solutions de secours, d'avoir éventuellement vos téléphones pour pouvoir passer en 4G si besoin. Je sais que vous avez tous prévu ça, donc merci par avance, et on sait que ça va bien se passer. Donc, dès que les présentations sont terminées, on va se retirer, le jury et moi-même, pour pouvoir passer en mode délibération. Au moment de la délibération, vous serez, les équipes, invitées à quitter la séance Zoom. Et dès qu'on a un résultat qui satisfait le jury et qui peut être annoncé, eh bien, on pourra, au travers des réseaux sociaux,
mettre en place toute la communication nécessaire. Donc, vous verrez simultanément sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, vous verrez passer les annonces des résultats donc, de cet exercice 2020-2021. Je voudrais remercier donc nos membres du jury, donc sous la présidence de Franck Chicly, comme je l'ai cité tout à l'heure, qui représente la ville de Cannes et la communauté d'agglomération des Pays de Lérins, au nom de son maire et président David Lisnard, avec lesquels on se faisait vraiment un plaisir de pouvoir faire une espèce de tapis rouge à notre façon dans la nouvelle cité. Donc avec Franck Chicly qui préside le jury, nous avons Pascal Alberici qui représente Amadeus, César Camille, entrepreneur niçois qui représente Nice Startup dont il est président, et la French Tech dont il est aussi un des membres actifs du bureau. François Clergeau qui est là au nom de la communauté d'agglomération de Sophie Antipolis. Merci François. Frédéric Eschelbrenner, Ellipso Facto, start-upper Sophie Politain, qui pour nous est je dirais le profil type de la belle petite histoire de Sophia qui a destination à devenir une grande histoire. Tout comme Amadeus est déjà une très grande histoire, ben voilà, tout le mal qu'on peut souhaiter à Frédéric, c'est de devenir à sa façon une forme d'Amadeus. Alors peut-être pas tout de suite 5000 personnes à Sophia, mais en tout cas, le souhait de voir Ellipso Facto grandir et prospérer, c'est important. Michel Schwind, donc entrepreneur grassois, qui représente aujourd'hui Escalité, le club des entrepreneurs du Pays de Grasse. Et Christopher Sullivan, donc, qui représente Cannes la structure qui, sur le territoire de Cannes, anime, motive et rassemble toutes les énergies start-up. Et donc, comme vous l'avez compris, le club des entrepreneurs, Nice Startup, Cannes et Télécom Valley, eh bien ça, c'est la French Tech azuréenne et on est ravis tous ensemble, tous les quatre, de pouvoir s'adresser à cette population étudiante que vous êtes et de pouvoir vous dire à quel point pour nous, c'est fondamental de savoir qu'il y en a parmi vous qui ont envie de créer, il y en a parmi vous qui ont cette appétence et qu'il y en a parmi vous qui vont réussir. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, bravo. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui ont un agenda très occupé, très, très dense, qui quand même prennent le temps de venir aujourd'hui participer à cet exercice. Je voudrais remercier également, et c'est normal, tous les acteurs qui, avec Télécom Valley, se rassemblent pour qu'un exercice tel que celui-là puisse avoir lieu depuis si longtemps. Hein, 19 ans, c'est quand même pas rien. Donc voilà, je ne vais pas tous les citer. Il y en a que j'ai déjà mentionnés, mais vous voyez leurs noms qui sont là à l'écran. Et je les remercie tous individuellement et collectivement. Cette chaîne de valeur, cette chaîne de l'innovation et cette chaîne à la fois académique et entrepreneuriale, et également cette chaîne territoriale, c'est quelque chose qui démontre que ce qui se passe dans le petit coin en bas à droite de la carte, c'est quand même plutôt pas mal. Nous, ça fait longtemps qu'on en est convaincus et qu'on se bat pour que ce soit à chaque fois plus grand, plus beau et plus fort. Eh bien, merci à toutes ces énergies de se rassembler, que ce soit donc les territoires, les associations, les partenaires académiques, les partenaires institutionnels. Tout ça, en fait, c'est toute cette énergie, c'est tout ce réseau qui met du sens et de l'énergie et des moyens aussi pour que le Challenge and Push ait lieu et pour que les étudiants soient mis en valeur. Donc, merci à tous et chacun se reconnaîtra sur cette slide. Donc, nous allons maintenant pouvoir passer, je tiens les temps et je suis même en avance, je suis surpris, parce que la plupart du temps, je suis quelqu'un de très bavard et là, pour une fois, j'ai réussi à être un peu moins bavard que prévu. C'est peut-être l'émotion. Non, Frédéric dit non avec la tête. Donc, merci en tout cas d'être tous dans les starting blocks pour cet exercice. Donc, on va procéder comme il a été expliqué déjà aux équipes, à savoir que vous allez être en situation de pouvoir présenter, donc prendre la parole officiellement et d'être en mode présentation. Pendant des périodes de 15 minutes, c'est Audrey qui est la gardienne du temps et qui fera des grands gestes pour vous dire non, vous allez tous mourir bientôt, je vais débrancher,
j'enlève l'oxygène à Jean-François, et en même temps, qui respectera aussi, qui fera, pardon, respecter aussi le fait que dans les interactions avec le jury, on ne dépasse pas les 10 minutes pour que ce soit un exercice équitable pour chacun des 3 projets. Donc, je vais... On va demander à l'équipe tchèque de lever la main. Alors, l'équipe tchèque, si vous voulez bien, dans le Zoom, levez la main pour que Audrey puisse vous faire rentrer en mode présentation. Vous allez tous rejoindre la scène. Donc voilà, au fur et à mesure, Bonjour. On vous voit arriver. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Il en manque juste un, j'ai pas l'affiche. Ah, c'est en train d'arriver. Voilà, le dernier. Eh bien, c'est parfait. Impeccable. Oh, ils se sont fait tout beau. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on va attendre que celui qui partage l'écran commence avant de lancer le chrono. Et on démarre avec 5 minutes d'avance, c'est pas beau ça? Oui, non, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça veut pas dire que vous gagnez 5 minutes. Hein. Parfait. Super. Alors, on a votre présentation. Vous pouvez passer en plein écran si vous voulez. C'est tout bon? C'est parfait. C'est nickel. Donc, je vais dire à Audrey de lancer le chrono. Et top départ, vous avez 15 minutes. On vous écoute. Bonjour à tous et tout d'abord, merci pour l'opportunité de vous présenter Check, qui est notre projet de start-up. J'aimerais commencer cette présentation par notre équipe, car il est important de vous dire que chez Check, nous avons 2 piliers fondamentaux. D'un côté, nous avons le pilier technique, représenté par Thibaut et Robin, qui nous viennent tous les deux d'une formation en ingénierie informatique de l'école Polytech. De l'autre, le pilier business, représenté par Ibrahim et moi-même, qui venons tous les deux d'une formation chez Schema. Et Ibrahim a même un double diplôme chez SDS qui lui permet d'avoir cette perspective de designer. La mission de Check, elle est très claire. Une fois que nous serons sur le marché, le ticket de caisse papier s'effacera progressivement. En effet, nous allons créer un espace de stockage virtuel permettant de centraliser l'ensemble de ces garanties, ainsi qu'un espace professionnel afin de transmettre facilement ces notes de frais. Prenons maintenant un exemple concret, Marion, responsable commercial dans une entreprise de BTP. Nous allons parcourir la journée de Marion, ainsi que ses différentes dépenses, tant professionnelles que personnelles. On va débuter cette journée à midi, lors d'un repas d'affaires. Marion se rend dans l'enseigne Delarté. Elle va donc devoir, dans ce cas de figure, procéder à une note de frais. Plus tard dans la journée, Marion se rend chez Darty afin d'acheter une tablette qui sera utilisée sur les chantiers de son entreprise. Dans ce cas de figure, Marion va donc avoir besoin de sa note de frais, mais aussi un besoin important face à la garantie produit. En quittant le bureau, Marion se rend donc chez H&M. Dans ce cas de figure, il s'agit d'une dépense professionnelle puisqu'elle va acheter une robe pour l'anniversaire de son ami. Dans ce cas de figure, Marion va donc avoir aussi besoin de sa garantie. Nous allons maintenant regarder de manière concrète les différentes procédures au cours des dépenses de Marion. Donc, sans utiliser Check, Marion aurait dû dans un premier temps séparer ses dépenses professionnelles et personnelles. Côté professionnel, Marion aurait dû transmettre sa note de frais ainsi que ses tickets de caisse papier à son manager, qui aurait dû transmettre ses tickets à la comptabilité pour enfin avoir un traitement terminé des notes de frais. Les problèmes sont bien connus, un temps de traitement, une perte possible des tickets de caisse papier et une difficulté de gestion en cas de volume. Côté dépenses personnelles, Marion a bien évidemment perdu son ticket de caisse et son ami s'est retrouvé dans l'incapacité de faire fonctionner la garantie car la robe n'était pas à sa taille. Prenons maintenant le cas de figure en utilisant Check. Eh bien Marion peut centraliser l'ensemble de ses dépenses, tant professionnelles que personnelles, via une et même application mobile. En effet, au moment du passage en caisse, Marion peut donc transmettre sa note de frais à son manager, qui va à son tour valider cette note de frais via son dashboard d'entreprise et la transmettre à la comptabilité en un temps record. De l'autre côté, Marion a pu transmettre le ticket cadeau de façon digitale à son ami et son ami a pu procéder à l'échange de sa robe sans aucune contrainte. Je vais maintenant laisser la parole à Thibaut qui va vous en dire un peu plus sur notre potentiel marché. Merci Brian. Alors tout d'abord, les 3 cibles de Check seront les particuliers, les professionnels et enfin les points de vente. Pour ce qui est des propositions de valeur, les particuliers et les professionnels auront l'avantage de ne plus perdre leur ticket de caisse et donc leur garantie,
mais ils pourront aussi conserver, classer et centraliser tous leurs tickets en un seul point. De plus, pour les professionnels, nous facilitons l'enregistrement des notes de frais et nous permettons une transparence entre salariés et entreprises. Enfin, pour les points de vente, ils recevront un état journalier de l'expérience client en magasin, mais pourront aussi collecter des données clients non porteurs de carte de fidélité et fidéliser les clients grâce à des offres exclusives. Ils rentreront aussi dans une démarche RSE en utilisant nos services. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Quels sont les early adopters de chacune des cibles de Check? Tout d'abord, pour le marché B2C, nous aimerions cibler les femmes de 18 à 44 ans qui représentent plus de 10 millions d'individus en France. Pourquoi ce choix? Eh bien parce que basé selon une étude sur les magasins de mode, les femmes achèteraient en moyenne 2 fois plus que les hommes et que plus de 95% des 18-44 ans possèdent un smartphone. Du côté B2B, pour les utilisateurs de notes de frais, nous aimerions cibler les TPE et PME qui représentent plus de 4 millions d'entreprises en France. Ce sont donc les plus gros employeurs français et ils vont nous permettre une pénétration de marché plus rapide. Enfin, pour les points de vente, nous aimerions cibler les restaurants, les magasins de mode et d'électronique. Pourquoi ce choix? Eh bien parce que les restaurants sont la deuxième plus grosse dépense professionnelle et que basé sur notre étude de marché de plus de 500 réponses, les particuliers tiennent le plus à leur ticket de caisse dans les magasins de mode et d'électronique. En regardant le paysage concurrentiel B2C et B2B, on peut voir que Check se différencie sur 2 axes principaux. Le premier, c'est la connexion au logiciel comptable, et la seconde, c'est de posséder une interface pro et perso sur une seule application. Je vais maintenant laisser la parole à Brahim qui va vous en dire plus sur notre stratégie. Merci Thibaut. Laissez-moi maintenant vous présenter notre stratégie partenariat. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons 4 partenaires clés, les points de vente, les logiciels de caisse, l'ordre des experts comptables, enfin, et les logiciels comptables. Donc, ces derniers vont nous faciliter la pénétration du marché B2B et aussi le marché B2B clients finaux. Passons maintenant à notre stratégie juridique. Alors, pour ce qui est de la stratégie juridique, donc on a identifié un premier statut qui est très avantageux niveau fiscalement. Donc, il s'agit du statut JEU, donc jeune entreprise universitaire. Et donc, en effet, grâce à ce statut, nous allons pouvoir bénéficier d'allégements fiscaux les 7 premières années d'activité, telles que la suppression des charges sociales et patronales. D'un autre côté, nous avons pu effectuer une étude de brevetabilité chez le cabinet Autier, qui est conseil en propriété industrielle. Et donc, grâce à cette première étude, nous avons une vision sur le panorama et des recommandations en matière de propriété industrielle, notamment notre marque, notre innovation technique, notre innovation esthétique, la protection de nos bases de données et enfin la protection de nos logiciels. Passons maintenant à notre stratégie RSE. Donc, pour ce qui concerne la stratégie RSE, nous avons mis en place 2 partenariats. Le premier partenaire concerne Reforest Action. Et donc, Reforest Action est une entreprise qui est française, qui est spécialiste de la forêt. Leur mission, c'est de préserver, restaurer et enfin créer des forêts partout dans le monde. Et donc, grâce à notre partenariat, nous nous engageons à planter un arbre tous les 5000 tickets digitaux générés sur nos serveurs. Et dans un second temps, on a aussi un deuxième partenariat qui est notre hébergeur. Il s'agit de O2Switch. Et O2Switch, c'est une entreprise qui est 100% française, qui est soucieuse de l'environnement. Et leur matériel informatique est certifié RoHS, ce qui signifie restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans leur matériel. Voilà, donc merci pour votre attention et je laisse maintenant la parole à Robin pour vous donner plus de détails sur la partie technique. Merci Ibrahim. Donc un des points clés de Check réside dans la technique innovante que nous utiliserons pour dématérialiser le ticket de caisse et lui redonner un sens après l'achat. Nous proposons aux utilisateurs une application sur laquelle ils pourront retrouver leur ticket de caisse et les professionnels, eux, pourront directement envoyer leur reçu au service de comptabilité de leur entreprise pour justifier des notes de frais extrêmement simplement. Nous avons une version bêta de l'application et je vous propose de la découvrir ensemble. Reprenons la journée type de Marion, cette professionnelle en déplacement, et supposons que le midi, elle prenne un café avec des clients chez Starbucks. Au moment de régler l'addition, elle va se connecter et va se retrouver sur son espace professionnel. À partir de là, elle va pouvoir afficher son QR code en cliquant sur le bouton en bas et le faire scanner. Une fois le paiement effectué, elle va recevoir une notification d'ajout du ticket de caisse et elle va pouvoir retrouver son reçu sur son dashboard ou alors dans sa rubrique « Mes notes de frais ». Elle pourra maintenant le consulter et décider de l'envoyer directement à sa comptabilité. Maintenant, le soir, avant de rentrer chez elle, Marion décide de passer chez la Fnac afin d'acheter une tablette pour son fils. Au moment de passer en caisse, elle va se connecter, mais elle va maintenant se rendre sur son espace personnel en cliquant sur ce bouton Switch en haut à droite qui va lui permettre d'alterner entre ces 2 espaces. Donc, de la même manière, elle va afficher son QR code qu'elle va faire scanner. Et une fois le paiement effectué, elle recevra une notification d'ajout du ticket qui va l'emmener vers une page où elle va pouvoir soumettre une notation pour son expérience d'achat.
et va pouvoir également s'abonner à cette enseigne afin de recevoir des offres exclusives et des promotions. Évidemment, cela va se faire avec son consentement et dans le respect du RGPD. Donc, on comprend là toute la force et tout l'intérêt de Check. En un simple clic sur ce bouton Switch, les utilisateurs vont pouvoir alterner entre leur espace professionnel et leur espace personnel et ainsi avoir une vision globale, ultra simple et ultra intuitive de leur note de frais professionnelle et leur reçu personnel. Maintenant, comment nous dématérialiserons ce ticket de caisse? Eh bien, nous proposerons aux enseignes une brique logicielle qui va venir communiquer avec les solutions d'encaissement déjà existantes, afin de récupérer donc l'identifiant du client qui passe en caisse et son ticket de caisse. Cette brique logicielle ainsi que notre application mobile vont être basées sur une communication avec notre API. Alors, une API ou interface de programmation d'application, c'est tout simplement une passerelle qui va permettre la communication entre plusieurs applications via des requêtes bien précises. Donc actuellement, nous développons les bases, les fondements de notre écosystème, à savoir l'administration serveur et base de données avec cette fameuse API, la gestion de compte client et les interfaces utilisateurs, donc le site web et l'application mobile. Sur le moyen terme, nous supprimerons complètement le process d'impression en développant justement cette brique logicielle. Et sur le long terme, nous ajouterons des fonctionnalités type système de cashback, de gestion de budget ou encore pour les professionnels, une fonction qui va leur permettre de calculer en déplacement et en temps réel leurs frais kilométriques. Je te redonne la parole, Brian. Merci Robin. À présent, nous allons nous intéresser à la pénétration sur le marché de Check ainsi que ses finances prévisionnelles. Pour commencer, il est important de vous dire que nous avons établi un plan chronologique de la pénétration sur le marché de Check avec comme éléments clés les contrats corporate et les contrats PME-TPE. Ces deux cibles sont bien évidemment sur le marché B2B. Nous nous intéressons particulièrement à ce marché car c'est sur celui-ci que nous allons capturer de la valeur et donc générer du chiffre d'affaires. Évidemment, nous nous intéresserons ensuite aux clients B2C et aux partenariats avec les éditeurs de logiciels de caisse actuellement existants sur le marché français. Donc, concernant les contrats corporate, sur les points de vente, nous avons à cœur de viser 1930 magasins, ce qui représenterait 0,3% de part de marché. Comment allons-nous atteindre ces 1930 magasins? Eh bien, nous voulons viser deux groupes, le groupe Fnac Darty et Carrefour, qui représentent à eux deux 1930 points de vente en France. Nous allons leur proposer une phase de test non engageante, ce qui nous permettrait de valider notre preuve de concept, puis une facturation basée sur un engagement de 36 mois. Vous demandez très certainement pourquoi Check s'intéresse spécifiquement au groupe Fnac Darty et Carrefour. Eh bien, c'est tout simplement car nous avons eu l'opportunité de rentrer en discussion active avec les deux sièges sociaux. Du côté Fnac Darty, via l'intermédiaire du directeur d'exploitation France, et pour Carrefour, via l'intermédiaire du CEO et du directeur de l'expérience client. Évidemment, la génération de ces deux prospects aura donc été à un coût de 0 €. Concernant les utilisateurs de notes de frais, nous avons à cœur de viser 500 PME-TPE, qui représenterait 0,1% de part de marché. Mais quels moyens allons-nous mettre en œuvre pour atteindre ces 500 entreprises? Eh bien, nous allons procéder à l'embauche d'un commercial la première année qui nous coûtera 30 000 €. Puis nous allons mettre en place une stratégie de Customer Acquisition basée sur du référencement naturel, payant et de la publicité sur LinkedIn qui est le réseau social référence pour les professionnels. Enfin, nous avons à cœur de nouer des relations avec l'ordre des experts comptables, action qui nous coûtera 0 €. Vous pouvez donc le constater, le coût d'acquisition d'un client PME-TPE sera donc de 180 €. Coût d'acquisition élevé, mais nous ne sommes jamais assez prudents. Concernant les particuliers, nous n'avons pas d'objectif clair pour la première année, car au départ, ils ne vont pas générer de chiffre d'affaires. En revanche, nous allons placer des QR codes pour télécharger nos applications mobiles dans les enseignes partenaires. Et comme vous l'a expliqué Robin auparavant, les utilisateurs de notes de frais auront accès à leur espace professionnel, mais pourront switcher vers leur espace personnel de manière hyper intuitive et donc devenir des clients B2C. Maintenant, revenons de manière concrète sur le modèle de revenu en se projetant sur la première année. Donc, concernant les tickets de caisse, donc le groupe Fnac Darty et Carrefour, nous allons les facturer 1 centime par ticket. Pourquoi cette facturation? Eh bien, c'est un argument commercial pour expliquer à ces enseignes que nous allons les facturer sur la base de l'utilisation de nos services. Concernant les PME-TPE, nous allons avoir un revenu récurrent via une souscription mensuelle de 5 € par mois. Cela nous permettrait donc de générer environ 500 000 € la première année. Revenons ensemble de manière concrète sur le prévisionnel d'activité sur les 5 premières années d'activité de Check. J'aimerais qu'on s'intéresse ensemble à 4 points clés. Le premier, c'est bien évidemment le chiffre d'affaires. Chez Check, nous avons établi un objectif de près de 8 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires à notre 5e année d'activité. Ensuite,
comme vous pouvez le constater, nous avons un budget alloué aux prestations de développement en année 0, donc en 2021. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement par souci de budget. Nous avons externalisé ce développement technique qui sera internalisé dès la première année d'activité. C'est donc pour cela que vous voyez apparaître à la ligne des salaires bruts notre premier développeur à plein temps dès l'année 2022. Enfin, comme vous pouvez le constater, nous avons estimé une perte prévisionnelle d'environ 24 000 € en 2021. Mais comment avons-nous prévu d'absorber cette perte? Eh bien, via deux sources. La première, le prix Pépite, qui nous permettrait d'obtenir 10 000 € en juin 2021, concours auquel nous pouvons participer grâce à nos statuts d'étudiants entrepreneurs. Dans un second temps, nous voulons souscrire à un prêt d'honneur à hauteur de 20 000 € en juillet 2021. Pour conclure cette présentation, j'aimerais revenir sur un projet de loi qui a été proposé par Madame Patricia Miralles en 2018 et qui, depuis, a été voté par le Parlement pour une mise en application dès 2022. Cette loi vise à interdire l'impression systématique des tickets de caisse en magasin. Avec l'équipe tchèque, nous avons eu le privilège d'échanger avec Madame Miralles et ses équipes, et aujourd'hui, elle souhaite vous délivrer un message. Bonjour. Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, le Parlement a voté la fin de l'impression systématique des tickets de caisse de petits montants. Ces tickets de caisse inférieurs à moins de 30 € ont la plupart du temps une durée de vie de quelques secondes puisque nous en retrouvons même dans nos océans. La pandémie nous a montré que le sans contact était devenu presque systématique puisque les gens ne souhaitent plus toucher un ticket de caisse ou même donner leur carte bleue ou même faire leur code. C'est pourquoi des solutions numériques comme Tchèque doivent émerger et se diffuser plus largement. Et donc, je soutiens ce projet qui va dans le bon sens. Merci à tous pour votre attention et nous avons hâte de répondre à vos questions. Parfait, niveau timing. Au niveau timing, c'est juste impressionnant. On sent que vous vous êtes entraîné, on sent que vous avez fait des répètes. C'est parfait, vous avez pris le bon pli et aujourd'hui, vous avez été d'une totale efficacité. Donc, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, et les membres du jury, donc je vous invite à surveiller le fait que vos micros soient allumés quand vous voulez poser des questions. Donc, on va passer donc maintenant en suite de présentation à nos 10 minutes d'échange et de questions-réponses avec le jury. Donc, si vous voulez bien, comme c'est toujours pareil, la question la plus dure étant la première, passez directement à la deuxième pour reprendre la formule consacrée. Je veux bien commencer. Franck, vas-y. Quelle est la concurrence? Alors, la concurrence existante à l'heure d'aujourd'hui, elle se positionne sur deux marchés, mais uniquement des marchés spécifiques. Comme on l'a présenté sur la matrice de concurrence, il y a certains acteurs qui se focalisent uniquement sur le marché B2B, donc la gestion des notes de frais pour les professionnels, et de l'autre, uniquement le marché particulier, donc un système de photographie du ticket existant pour la garantie, etc. Mais aucun acteur à l'heure d'aujourd'hui rationalise et centralise ces deux univers. Et je peux aussi poser une question. Nous, on est utilisateur d'Expensia. Enfin, c'est Expensify, c'est la version gratuite. Et nous, on a une version pro Expensify, donc je suis Expensia, pardon. Je trouve que c'est le projet est très intéressant par le fait qu'il rajoute les particuliers. Par contre, par rapport à Expensia, vous êtes positionné en prix vraiment beaucoup plus bas qu'eux, parce que c'est vraiment une douleur très importante dans les PME. Et nous, le fait d'avoir adopté Expensia, d'avoir fait l'interface avec notre ERP, ça nous fait gagner énormément de temps et on est prêt à payer des sommes de, je n'ai pas en tête exactement le prix, mais c'est 35 ou 40 € par personne et par mois. Donc, c'est des budgets assez importants. Je trouve que vous positionnez à 5 €, c'est un peu modeste. Voilà, je ne sais pas si vous avez… Alors, c'est plutôt un point positif que vous nous exposez ici. Alors, évidemment, on a un peu comparé à tous les acteurs qui existaient. Et il y a certaines solutions qui se placent sur une tranche de 5 à 10 €. Et en se positionnant comme nouvel acteur, on ne voulait pas tout de suite annoncer un prix de 20 ou 25 € par utilisateur. Maintenant, c'est un début.
Si le prix peut être adapté, on y réfléchira. Mais pour l'instant, on s'est basé sur 5 € par mois, ce qui nous permet d'atteindre notre rentabilité. Donc, pas de souci là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, bonjour, c'est Pascal Alberici qui parle. J'ai une question relative au coût d'impression du ticket de caisse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez été en mesure d'avoir, de la part des discussions que vous avez pu avoir avec Darty Fnac ou Carrefour, le coût actuel d'impression du ticket de caisse qui inclut à la fois le matériel dont les distributeurs doivent s'équiper, ainsi que le coût d'obtention du papier et l'impression associée? Alors, c'est une très bonne question, merci. Pour le coup, on n'a pas de données concrètes, puisque même en discutant avec les différents acteurs comme Fnac Darty ou Carrefour, la plupart du temps, ce sont des solutions qui sont vendues par package. Et donc, calculer le coût unitaire d'un seul ticket de caisse, c'est très compliqué. En revanche, sur notre étude de marché qu'on a fait, on sait qu'en Inde, ils ont réussi à estimer une réduction, en tout cas de coût, un pourcentage, qui serait égal à 30%, en passant du ticket papier au ticket digital. C'est la seule donnée concrète qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. 30% par rapport à quoi? Par rapport au ticket papier, le process actuel. Non, mais 30% de réduction de coût de quoi? Du coup, des… Quand on bascule en numérique, vous voulez dire que… C'est ça, exactement. Exactement. François Clergeau, bonjour. Alors déjà, un grand merci parce que c'était vraiment extrêmement pro la présentation. Donc j'ai une bonne nouvelle et une question. La bonne nouvelle, c'est que du coup, vous vous arrêtez sur votre panel en B2B aux femmes de 18 à 44. Donc je pense que la bonne nouvelle, c'est que même parmi nous, il y a des gens qui sont susceptibles d'adhérer au système parce que je coche aucune des deux premières cases, mais je pense que c'est vraiment ça m'intéresse. Voilà. Donc là, sur la proposition de valeur, je m'y retrouve. Et la question, en fait, c'est sur la brique logicielle que vous rajoutez dans l'API de tout ce qui va être génération de tickets de caisse. Et pour le coup, de la brique logicielle en caisse, merci. Et pour le coup, là, vous avez commencé à discuter. Ils acceptent, ces développeurs de logiciels, d'intégrer pour des questions de sécurisation de la donnée ou de… Vous arrivez à intégrer votre brique dedans ou c'est en pourparlers? Alors bonjour, on vous remercie pour votre question. Et donc en fait, oui, pour ce brique logiciel, nous, on comptait de base donc se lancer avec le groupe Fnac Darty, donc avec qui on est en discussion active. Et en fait, eux, ils nous ont expliqué qu'ils développaient eux-mêmes leur solution d'encaissement et qu'ils mettaient eux-mêmes en place du coup des API et que donc il y aurait éventuellement possibilité de voir avec eux, de en fait développer cette brique logicielle en collaboration avec eux en tout cas. Et donc ça va être pour la partie les enseignes qui développent eux-mêmes leur solution de caisse et qui donc sont plus à même de bricoler par-ci par-là et d'ouvrir certaines voies à nos services. Et du coup, ça c'est pour cette partie-là. Et pour l'autre partie, donc les enseignes qui utilisent des solutions préfaites qui sont faites en externe. Donc là, l'idée, ça aurait été effectivement d'aller dialoguer directement avec eux, voir si, à la même manière que le groupe Fnac Darty et que tous les autres groupes et toutes les autres enseignes qui développent eux-mêmes leur solution d'encaissement, voir s'il y a éventuellement la possibilité justement d'ouvrir certaines barrières et toujours dans cette idée de travailler en collaboration et voilà, pour le bien des deux côtés, quoi. Okay, parce que vous êtes au cœur de… Christopher qui est en attente. Etc. Donc, voilà. C'est sûr. C'est sensible. Merci. Ouais. Il y a Christopher qui est en attente, qui a levé la main. Je vais rebondir sur la question de François. Alors avant, je voulais effectivement dire que moi, j'aime beaucoup l'idée et j'y suis très sensible et je vous expliquerai pourquoi tout particulièrement dans un instant. J'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez présenté, notamment avec l'exemple de Marion qui va faire ses achats. Je trouve que c'était très bien de le présenter de cette manière-là. Pour rebondir sur la question de François, dans un premier temps, vous parlez de scanner le ticket en caisse. Mais en termes de matériel hardware, de quoi ils vont avoir besoin pour pouvoir le scanner, ce ticket? Parce qu'on parle de soft, effectivement, avec la question de François, mais il faut bien qu'ils aient un moyen de le scanner, ce ticket.
Alors, en fait, c'est pas vraiment le ticket de caisse qu'on va... C'est le flash code. Oui, c'est ça. C'est le QR code, en fait, qui est disponible, du coup, sur l'application et qui va, en fait, nous servir d'identifiant unique pour chacun de nos utilisateurs. Donc, ils vont en disposer. En fait, l'idée, ça aurait été de le scanner avec les douchettes qui sont déjà présentes en magasin. Et donc, modulo. C'est compatible? Alors, il y en a qui sont compatibles et par rapport à celles qui ne sont pas compatibles, on pourrait éventuellement alterner et partir sur plutôt un code barre qui lui est compatible pour toutes les douchettes, effectivement. D'accord. Et juste pour terminer, donc pour expliquer pourquoi j'étais particulièrement sensible à votre projet, parce que moi j'ai grandi en Norvège et en Norvège depuis plus de 15 ans, 20 ans même peut-être, on nous demande systématiquement si on veut le ticket en caisse ou pas. Ce que je trouve absolument aberrant qu'on ne le fasse pas en France déjà depuis extrêmement longtemps. Moi je fais partie des personnes qui laissent le ticket en caisse et c'est justement sur ce point-là que je voulais revenir vers vous. C'est que vous n'avez quand même pas peur qu'il y ait beaucoup de personnes comme moi par exemple qui s'en moquent du ticket. Alors finalement, on sait qu'aujourd'hui, vous avez une réelle solution pour les personnes qui ont besoin de conserver le ticket, mais en fait, il y en a plein qui prennent le ticket, qui le mettent à la poubelle ou qui refusent de le prendre en caisse. Et là, en fait, vous apportez une solution pour ces personnes parce que du coup, vous bénéficiez du fait qu'on n'ait plus besoin de récupérer le ticket, mais au-delà de ça, ils n'ont plus besoin de les conserver. Vous vous rendez compte de cette réalité qui va arriver justement à partir de 2022? Oui, si je peux répondre à la question, et donc comme vous avez très bien dit, donc grâce à la loi qui va passer en 2022, il va y avoir une suppression systématique des tickets de caisse qui sont inférieurs à moins de 10 euros. Donc automatiquement, tous les achats qui sont de moins de 10 euros, donc les personnes, qu'elles veuillent récupérer le ticket de caisse ou non, ben, elles n'auront pas accès au ticket de caisse. Par contre, nous, on s'intéresse plus aux personnes qui vont faire des achats supérieurs à 10 euros dans des magasins de mode, des magasins de high-tech, etc. Et donc, grâce au fait qu'ils puissent récupérer ces tickets de manière digitale, ils pourront garder la garantie et aussi réduire l'impact sur l'environnement par rapport aux tickets de papier. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. On a le temps pour une dernière toute petite question. Je rebondis sur ce que disait Christopher et je pense que c'est très intéressant. En termes de marché, marché total à adresser, je ne sais pas exactement la définition française du terme, on a bien conscience que là, on n'est pas sur 100% des achats réalisés qui seront soumis à de cette solution-là, mais très probablement sur une certaine typologie d'achat, plutôt soumis à garantie, comme ça a été très bien expliqué dans les exemples qui ont été montrés. Mais le tout venant, je vais acheter 3 salades et 2 paquets de cornflakes chez Carrefour, très probablement, je ne fais pas appel à ce service-là. En revanche, dans les scénarios présentés lors de la présentation, effectivement, j'achète une tablette ou des biens de valeur, oui, le ticket de caisse prend tout son sens. En fait, juste pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire, c'était très intéressant. Il y a aussi cette partie, donc nous, on l'avait mentionné en tant que plutôt fonctionnalité extra, mais il y aura aussi du coup cette possibilité d'avoir une gestion de budget. Donc là, pour le coup, on pourrait potentiellement s'adresser à beaucoup plus de personnes qui souhaiteraient justement avoir un suivi justement très précis de leur budget. Donc, à partir du moment où ils vont avoir un ticket de caisse à imprimer, et ils auront du coup des informations sur les achats qu'ils auront fait tout au cours de la semaine, tout au cours des mois. Et nous, on pourra, via des technologies type OCR, donc lire justement en fait les tickets de caisse qu'on reçoit, les analyser et du coup retirer à chaque fois les montants au fil des tickets qui sont payés. Et ça permettrait d'avoir, donc on a essayé de vous le montrer via un diagramme, en fait, un diagramme des dépenses qui va être catégorisé en fonction de chacune des catégories. Malheureusement, le temps est écoulé. Désolé. Il n'y a pas de souci. Juste une petite suggestion, il faut regarder les BRI, les bons de réduction immédiate, parce que là, dans toute la grande distribution, ils en émettent, et les dématérialiser, ça serait intéressant. C'est tous les bons cadeaux que donnent les distributeurs. Et là, ça est là. Okay. Merci Michel. Merci Paris, on note. Merci Michel pour ce dernier petit coup de pouce au projet, ce dernier avis bienveillant. Merci à l'équipe de Check, Robin, Brian, Thibaut, Ibrahim, d'avoir brillamment défendu votre projet. Et on va donc passer la parole au projet suivant. Donc je vais appeler Océane, Lola, Lucie, Antoine qui normalement
Voilà, sont en train d'arriver petit à petit et qui vont défendre le projet Floatome. Voilà, et on est en train de faire un petit jeu de chaises musicales. On demande à l'équipe numéro 2 de passer en mode présentation et l'équipe numéro 1 va retourner dans le public. Voilà, voilà. Et donc, on va de la même façon procéder à cet exercice donc de 15 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses avec le jury à l'issue. Comme toujours, hein, surveillez bien vos micros pour pas qu'il y ait d'effet d'écho désagréable. Surveillez bien vos présentations et vérifiez que tout se passe bien. Si vous savez qu'il y en a un qui a une petite faiblesse de bande passante, éventuellement qu'il y en a un autre qui puisse prendre la main, ça c'est toujours important. Oh, je me suis plantée. Et donc, il nous manque Antoine. Non, en plus, j'ai passé Annabelle que ça bouge. Désolée, Annabelle. Alors, voilà. On renvoie temporairement Annabelle qui s'était glissée dans les présentateurs. On va récupérer Antoine. Voilà, Antoine est arrivé. Qui va être probablement avec... Ici, non ? Et donc, est-ce qu'on a tout le monde de l'équipe ? Voilà. On est là. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, il y en a 2 qui ont fait un test, ça se voit, et qui donc ont le droit d'être collés l'un à l'autre, c'est parfait. Donc, 15 minutes, vous connaissez la règle du jeu, oui. C'est 15 minutes pour la gloire. Le jury va vous écouter de façon attentive, et c'est donc à vous de nous démontrer toute l'importance et l'intérêt de votre projet. Donc, je vais demander à Audrey de donner le top départ. Pour moi, c'est bon, c'est parti. Allez. Alors, est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit très bien. Et super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tenais d'abord à vous dire que nous étions tous très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette finale du Challenge On Pose pour vous présenter une dernière fois notre projet Floatome. Et je vais tout de suite laisser la parole à Océane. Merci beaucoup Antoine, bonjour à toutes et à tous également. Donc comme vous le savez peut-être, les différentes problématiques environnementales auxquelles nous sommes confrontés sont principalement liées au réchauffement climatique et à la montée du niveau de la mer. De nombreuses villes dans le monde entier en fait sont menacées et touchées, comme par exemple en France, comme vous pouvez voir sur l'image de droite. Et si on se rapporte d'ailleurs aux prévisions les plus optimistes, qui prévoient une montée des eaux allant jusqu'à 80 km à l'intérieur des terres entre Nantes et Bordeaux, il est facile d'établir une corrélation avec les inondations dont nous avons tous malheureusement entendu parler dernièrement. À titre comparatif, on peut prendre l'exemple des Pays-Bas qui connaissent de telles conditions depuis des années, qui ont su s'y adapter et qui ont ainsi gagné 25% de surface constructible à l'échelle nationale en construisant sur des structures flottantes. Donc on peut voir sur la photo le projet Ischburg, qui est un véritable exemple de quartier flottant qui est reconnu à l'international et qui a permis de répondre aux besoins démographiques du pays. Donc c'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer un tel quartier en France pour pallier à des problèmes de logement, mais aussi pour redynamiser certaines zones rurales. D'ailleurs, on observe de nouvelles tendances en termes de voyage et de tourisme qui sont tournées vers plus d'authenticité. Donc là, on peut parler du succès grandissant des cabanes dans les arbres, des maisons bulles ou des tiny houses, qui représentent déjà 60% du tourisme expérientiel en France. C'est vrai que le Covid a renforcé cette tendance, mais parce qu'on préfère éviter le tourisme de masse. Mais c'est vrai qu'après cet énième confinement, on espère tous pouvoir retourner au restaurant ou partir en vacances normalement. Voici donc 2 exemples de maisons flottantes et péniches aménagées. À gauche, vous pouvez voir le bar Hôtel Off à Paris, qui est un endroit très branché offrant une vue imprenable sur la Seine et une expérience de séjour unique. Ou encore le bar-restaurant à droite, le Blue Flamingo à Strasbourg, tout aussi branché, qui redynamise les quais oubliés de la ville. Floatome veut donc surfer sur ces tendances. Notre projet consiste à concevoir, construire et vendre des maisons flottantes personnalisables pour changer la façon dont nous vivons avec et sur l'eau.
Donc maintenant, vous commencez un petit peu à savoir plus ce que l'on fait. Je vais vous présenter l'équipe désormais. Donc commençons par Lucie et Vincent et Antoine, pardon, qui sont vraiment les initiateurs et porteurs de ce projet, avec Antoine qui a la double casquette de concepteur et Lucie qui est responsable stratégique et marketing. Et je continue avec Lola et moi-même, donc qui sommes les chargés de développement et responsables des questions techniques ainsi que la spécialisation sur tout ce qui est design renouvelable. Et Lola a notamment aussi les compétences sur tout ce qui est la gestion du plan de financement. Alors, en complément de ces compétences qu'on peut déjà rassembler, on a pensé qu'il serait intéressant pour nous d'intégrer celles d'un designer ou d'un ingénieur qui maîtrise en fait les outils de production informatique et qui nous permettrait d'intégrer directement à l'offre de Floto les services d'un bureau d'études. Donc, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait aussi notamment une expérience en architecture d'intérieur ou en architecture navale pour pouvoir nous aider sur le développement des maisons flottantes. Et puis, comme on sait que notre projet a un fort potentiel de développement et qu'on a l'intime conviction que ce potentiel de développement, qui est tant technique que commercial, pourrait pleinement s'exprimer par le biais de collaborations Sophie-Polytène, on pourrait tout à fait envisager de retravailler sur le design, l'ingénierie, le prototypage ou la performance énergétique de notre projet, voire même développer une version maritime en collaborant avec des entreprises comme le groupe Acri, par exemple, ou SolarFlow System pour ce qui est de l'ingénierie. On a pensé, pour vous donner une vision un petit peu plus complète de comment on conçoit le fonctionnement de Flotome, à réaliser ce petit schéma. Alors, je vais commencer sur la gauche. Vous avez les deux partenariats qu'on a avec nos deux fournisseurs, que sont Alsace Plaisance et SV Bois. Ce sont deux partenariats qui sont stratégiques pour les raisons suivantes. C'est parce que Alsace Plaisance nous fournit d'abord la plateforme flottante, qui est prête à l'emploi, sur laquelle on va pouvoir venir construire notre maison flottante, ainsi que toute une série de conseils et son expertise, tant dans la construction maritime que dans tout ce qui est de l'administration fluviale. Et ça, on considère que c'est quelque chose vraiment de précieux, puisque ça va nous permettre d'accompagner nos clients aussi à la suite de l'achat d'une maison flottante dans l'obtention de toutes les autorisations nécessaires pour la vente, enfin pour l'utilisation et l'installation de ces maisons flottantes plutôt, pardon. Et dans un second temps, on a notre deuxième partenaire qui est SV Bois, qui lui va être chargé de construire d'abord les panneaux qui composent la maison flottante, puis d'assembler les panneaux et la maison flottante finale. Alors ça, c'est aussi un partenariat qui est particulièrement intéressant pour nous, puisqu'on a la chance d'avoir des très bonnes relations avec ce spécialiste de la construction bois, ce qui nous permettra d'avoir vraiment des processus de construction particulièrement efficace et particulièrement facilité aussi. Une fois qu'on a produit notre maison flottante, on a identifié 3 types de clients à qui nous pourrions la vendre, à savoir les clients particuliers, les municipalités et les professionnels. Alors, je reviendrai plus en détail un peu plus tard sur ce qui fait les particularités de ces clients. Ce que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est le fait qu'on a identifié 2 stratégies différentes pour pouvoir s'adresser à et atteindre ces clients-là. Alors, dans un premier temps, les clients professionnels et les municipalités, à qui on accédera par le biais de notre présence sur des événements particuliers, des salons spécialisés comme le salon nautique ou le salon du tourisme. Ça nous permettra, notre présence sur ces salons, d'abord de représenter notre entreprise et puis aussi de commencer une activité de réseautage qui pourra après déboucher sur l'établissement de partenariats qui permettront le développement de notre société. Pour ce qui est des clients particuliers, là, on a établi une stratégie marketing qui est une stratégie multicanale et qui passera d'abord par la création de notre site internet qui sera la véritable vitrine de l'entreprise et par une activité intense sur les réseaux sociaux pour construire une véritable image d'entreprise autour de Flotome et surtout créer et animer une communauté de gens qui auront séjourné, qui seront propriétaires ou qui auront séjourné dans des maisons flottantes et pour construire vraiment une véritable tendance autour de notre phénomène. Tout ça sera alimenté aussi, et je dirais ça viendra conclure et asseoir cette stratégie par le biais de publications dans des presses spécialisées, que ce soit des presses de design, des presses d'architecture, de lifestyle ou même de tourisme. Les derniers flux, bon, je vous en ai déjà parlé, ce sont les flux qu'on a avec nos différents partenaires. Les flux financiers aussi sont intéressants sur ce schéma, puisque vous voyez qu'en fait, on est sur un système qui est vertueux, dans le sens où l'argent qui est issu de la vente des maisons flottantes sert à payer les fournisseurs, certes, mais surtout à financer l'entreprise. Et Lola reviendra plus en détail tout à l'heure dans le plan de financement, mais on est vraiment sur quelque chose qui permet à tous les acteurs et à toutes les parties prenantes de ce système d'y trouver leur avantage.
Je vais donc revenir sur ces clients que sont les professionnels dans un premier temps. Alors, les professionnels, la principale activité qu'on a identifiée pour eux, c'est les activités tournées autour de ce qu'on appelle le tourisme expérientiel, qui est une notion que vous connaissez déjà maintenant. Mais en soi, toute autre activité pourrait être envisageable dans une maison flottante, que ce soit tant des activités plus classiques de bureau ou d'espace de coworking, qu'une activité de restaurant, comme on a pu voir sur les images que Lucie vous a présentées tout à l'heure, ou même des espaces de stockage. Pour les particuliers, on a identifié d'abord qu'ils pourraient se servir de nos maisons flottantes comme d'une habitation, qu'elle soit principale ou secondaire, mais aussi comme d'un investissement locatif, puisqu'on sait qu'il y a en France aujourd'hui de nombreux particuliers qui disposent soit d'accès, soit de propriété sur des espaces d'eau, et qui pourraient donc tout à fait installer une maison flottante dessus et proposer la maison flottante à la location sur des plateformes style Airbnb ou Abracadaroom qui mettent particulièrement en avant, je dirais, toutes ces séries d'hébergements expérientiels, et donc retirer une source de revenus complémentaire. Enfin, les collectivités locales, alors c'est un acteur, pour ceux qui nous suivent depuis le début, auquel on ne s'était pas spécialement intéressé dans une première phase de développement, mais qui apparaît aujourd'hui tout à fait pertinent, puisqu'on a identifié que notamment des concurrents comme Aquashell avaient, par exemple, avec la commune de Gruissan, en Occitanie, noué des partenariats et qu'ils avaient installé, attenant à la capitainerie, différentes habitations flottantes qui proposaient à la location, que la mairie proposait en tant que gîte. Donc on pourrait tout à fait envisager de nouer des partenariats avec les collectivités locales pour développer des aménagements portuaires, développer les capitaineries. On peut aussi penser à développer des activités de loisirs ou des bases nautiques, comme c'est le cas par exemple sur le lac de Serponçon, où là aussi des structures flottantes ont été installées, et là-bas ce sont des piscines flottantes qui sont installées sur le lac. Toute autre activité aussi pour valoriser les espaces pourrait être envisagée, et tout ça tourne autour de l'événementiel. Je ne vais pas repasser trop de temps aujourd'hui sur le dossier technique et notre prototype, puisque vous savez qu'on a un prototype qui est en cours. Ce prototype est financé par Alsace Plaisance et SV Bois. Alors ce prototype est toujours d'actualité. Compte tenu de la situation, je suis heureux de vous annoncer qu'il a pris un peu de retard. Mais on a bien l'intention de mettre ce temps que la situation nous impose au profit du développement de ce projet pour pouvoir le penser encore plus dans les détails et livrer un produit tout à fait abouti. Alors d'un point de vue plus stratégique, lors de notre étude de marché, on a identifié 2 types de concurrents. Dans un premier temps, les concurrents indirects, qui sont des acteurs du tourisme expérientiel, des fabricants et revendeurs de tiny house, par exemple, de bateaux ou de camping-cars. Puis les concurrents directs, donc à savoir les fabricants de maisons et constructions flottantes français et européens, mais aussi des architectes indépendants et studios de design. Donc pour illustrer tout ça, on a décidé de vous présenter ce graphique à gauche qui représente notre positionnement par rapport à la concurrence, en fonction de la qualité et la durabilité des matériaux utilisés et les différents choix de personnalisation que propose l'entreprise. À noter que Flotome se différencie de par sa solution modulaire de panneaux bois que nous avons développée, notre expertise et l'expérience client qu'on propose. Pour ne vous citer qu'un exemple de nos concurrents directs, comme vous en a parlé tout à l'heure Antoine, Aquashell est un gros concurrent puisque c'est le leader sur le marché français de l'habitation flottante et ils ont réussi à développer une offre assez large de produits standardisés. On peut considérer que leur offre la plus haut de gamme, qui s'appelle l'Aqua Caraïbes, est celle qui se rapprocherait le plus de notre offre qui, elle, est personnalisable. Pour ce qui est du potentiel commercial de Flotome, alors on a décidé cette fois-ci d'attirer votre attention alors sur déjà les premiers retours qu'on a sur le virtuel nautique qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours et qui nous a d'ailleurs fait rater la répétition de cette finale avec Jean-François et Audrey la semaine dernière. Mais donc les premiers retours qu'on a sur ce salon nautique qui est en fait ni plus ni moins que la version virtuelle du salon nautique de Paris qui aurait dû se tenir au mois de décembre et qui a été annulé. Et le premier retour qu'on a, c'est que 3/4 des visiteurs étaient des professionnels. Pour nous qui avons dans notre stratégie la volonté d'être présents sur ces salons, c'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire que notre présence sur un tel salon est tout à fait pertinente. C'est notre objectif, il est de rencontrer nos clients professionnels et qu'on pourrait tout à fait envisager la visibilité que ça pourrait nous y apporter. Puisqu'on s'intéresse aux professionnels, ce qui découle, je dirais, de nos clients professionnels, c'est l'usage du tourisme. Et bien que 2020 n'ait pas été une année particulièrement clémente envers le tourisme,
on a réussi quand même à dégager une tendance qui est assez intéressante, c'est que désormais 54% des touristes internationaux déclarent vouloir fuir le tourisme de masse. On imagine donc facilement que cela se fait au bénéfice d'autres formes de tourisme ou d'une manière différente de consommer le tourisme, puisqu'on note également une augmentation, et malgré les restrictions, là encore j'attire votre attention là-dessus, de 4,2% des dépenses annuelles liées aux voyages, aux loisirs et aux activités touristiques. On sait aussi que les gens n'ont pas pu partir comme ils partent d'habitude et là où ils partent d'habitude. Ce qui veut dire que les gens qui sont partis et qui ont pu partir ont dépensé plus et ont dépensé différemment et ont consommé, je dirais, leur séjour différemment. Un point intéressant pour nous là-dedans, c'est ce dernier élément sur lequel j'attire votre attention, qui est une augmentation de 10% des locations de bateaux de plaisance en 2020 par rapport à l'année 2019. Ça, pour nous, ça montre bien qu'il y a un certain retour en force d'une autre manière de consommer le tourisme dont on est convaincu qu'il pourrait totalement bénéficier à une entreprise comme la nôtre. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines, la ville de Bâle en Suisse a lancé un appel d'offres aux fabricants et constructeurs de maisons flottantes dans le but de redynamiser les quais du Rhin et on espère se positionner très prochainement dessus. Pour ce qui est de notre dossier financier, donc je ne vais pas revenir dans le détail de la production d'une maison flottante, mais il faut quand même savoir qu'une maison flottante nous coûte approximativement en coût de production 85 000 €. Évidemment, ce montant dépend du niveau de finition de la maison. Suite à notre étude de marché, comme vous l'a présenté Antoine, nous avons identifié différents clients potentiels et donc différents prix de vente associés. Donc pour le particulier, un prix de vente moyen d'environ 120 000 € et pour les deux types de professionnels que Antoine nous a cités, un prix moyen de vente d'environ 160 000 €. Sur le tableau à droite, vous pouvez voir les projections financières que nous avons faites pour nos 3 premières années. Alors, sur la première année, nous espérons vendre 3 maisons, ce qui correspond à une maison produite tous les 4 mois, alors qu'on n'a besoin que de 11 semaines pour en produire une. Et cette première année sera davantage axée sur le B2C parce qu'on pense que nos partenaires Alsace Plaisance et Alger Bois pourront nous apporter ces premiers clients. Sur la deuxième et la troisième année, comme vous l'a dit Antoine, notre stratégie, c'est de diversifier notre portfolio, de toucher une clientèle B2B qui aura un prix de vente et une capacité d'achat peut-être supérieur et aussi un volume de vente qui pourrait être plus intéressant pour nous. En effet, sur les années 2 et 3, sur la deuxième et la troisième année, vous pouvez voir que notre marge nette grimpe significativement. En effet, la différence de prix de vente entre le particulier et le professionnel est largement supérieure à la différence de coût de production que nous avons entre une maison flottante pour des particuliers et une maison flottante pour des professionnels. Nous avons inclus des frais généraux, évidemment, qui incluent des dépenses marketing, 15 000 € la première année, 20 000 la deuxième année, mais aussi des salaires dès la première année et aussi un loyer pour nos bureaux. Et oui, malheureusement, les 15 minutes sont écoulées. Les 15 minutes sont arrivées et on voit bien que c'était votre dernière slide, donc presque tout est écrit et le jury peut les voir. En tout cas, merci. On sait très bien que l'émotion de temps en temps fait aller un peu plus vite et d'autres fois de ralentir un tout petit peu. Vous avez juste levé le pied vers la fin peut-être. C'est compréhensible. En tout cas, bravo, vous avez fait une belle prestation. Et donc maintenant, on va passer la main au jury. On vous demande de lever la main pour être sûr qu'on peut vous prendre vos questions de façon équitable, vous aussi, chers amis du jury. Et François qui lève la main. Et François Clergeau qui a levé la main. Allez, on va commencer par lui, si vous voulez bien. François. Je ne vous entends pas. Vous avez votre micro coupé. Merci à toute l'équipe pour la présentation. Et rapidement, la première question qui me vient, paradoxalement, c'est la question du foncier, même si on est sur des maisons flottantes. Et pour moi, c'est quand même primordial là, il faut que la collectivité ouvre des zones. Vous parliez de la Suisse ou d'Amsterdam. Alors pour le coup, c'est peut-être un peu moins vrai sur notre côte littorale avec la mer. C'est plus vrai pour des fleuves, des rivières, avec aussi les risques que ça présente. Voilà. Donc comment vous comptez dealer sur ces histoires de foncier avec les collectivités et derrière, c'est quoi le type de concession sur l'eau? C'est-à-dire autant j'achète un foncier, ok, un terrain pour construire, ça c'est facile. Sur l'eau, est-ce qu'on est sur des contrats de type amodiation comme
comme sur, par exemple, le port Vauban? Est-ce qu'on est sur d'autres types voilà. Et là, dans le modèle économique, entre le prix de Float Home plus la concession, voilà, combien ça me revient en tant que particulier? Voilà. Alors, je vais directement commencer par votre deuxième question. Et le permis de construire, voilà, c'est tout un bloc. Alors, en fait, la question, en fait, elle ne se pose pas vraiment parce que la maison flottante sera immatriculée comme un bateau, ce qui fait qu'il n'y a pas proprement d'achat de terrain qui sera en jeu. Mais en fait, ce sera des autorisations qui seront délivrées par VNF, donc Voies navigables de France, qui est gérée par l'État et qui permet donc de disposer d'un endroit sur un fleuve ou un canal en France pour pouvoir donc mettre sa maison flottante, naviguer ou rester sur place par la suite. Tout dépendra en fait de l'emplacement sur lequel de l'endroit sur lequel vous projetez d'installer votre maison flottante. S'il est sur le domaine public, il est donc régi, comme vous le disiez, Lucie, par VNF. Mais si c'est un espace d'eau qui est sur un terrain privé, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les seuls codes sur lesquels je dirais, sur lesquels on doit s'aligner, sont pas tellement les codes d'urbanisme, ce sont les codes d'homologation pour l'immatriculation navale. Et à l'heure actuelle, vous parliez d'une solution maritime. Alors ça, ce serait justement un développement par la suite qu'on aimerait potentiellement établir avec des collaborations sophie-politaines. Mais à l'heure actuelle, notre prototype et toute notre solution est destinée justement aux eaux intérieures françaises. Mais il y a quand même du potentiel parce qu'il y a 352 000 hectares d'eau intérieure en France. Et si on construit sur uniquement 0,01% de cette surface, ça correspond à peu près à 733 maisons flottantes. Ok, merci. Frédéric, ensuite, tu avais une question. Oui, j'ai été moins bavard que les autres sur la précédente présentation. Moi, j'avais des questions en termes de durabilité et de maintenance des habitations. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez déjà planché? Tant qu'à faire, je vous délivre l'ensemble, puis vous répondez dans l'ordre que vous voulez. Protection juridique du projet, je pense que c'est un aspect que vous n'avez pas eu le temps d'aborder, qui était probablement dans votre dernière slide. Et puis, en termes de business model, ce que j'avais envie de dire, votre business model, votre business plan, il est très conservateur, je trouve, avec un tout petit nombre de logements. Je veux dire, si c'est une idée qui marche, moi, j'ai ressenti ça comme un problème d'échelle en quelque sorte. C'est-à-dire que si ça marche, il y a la place pour beaucoup plus que ce que vous proposez. Donc, je sentais un décalage entre le potentiel du projet et le business plan que vous avez présenté. Voilà, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez répondre, ou vous pouvez choisir de répondre à une partie. Je vais répondre dans l'ordre où vous avez posé les questions. Alors d'abord, pour ce qui est de la conception, on s'est déjà pensé sur la question de la durabilité de notre conception, et que ce soit tant la plateforme flottante prête à l'emploi qu'on achète que la construction de bois qu'on vient y apposer dessus, l'ensemble serait encadré par une garantie qui est la garantie en fait de nos fournisseurs, enfin la garantie du fournisseur pour la plateforme et la garantie de professionnels, comment on appelle ça, Calibat, j'ai plus la norme exacte en termes, mais enfin ce serait la garantie apposée par le constructeur de la maison flottante, construction qu'on sous-traite à SB Bois. Donc ça, c'est pour l'aspect durabilité. En plus de ça, on souhaite intégrer au sein de la conception de notre projet le maximum, je dirais, de considération pour les questions de durabilité, tant dans l'usage des matériaux que dans les choix après d'équipement. Donc ça, c'était pour le premier aspect de la question. La deuxième question qui me vient, c'est la protection du projet. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pu reprendre aujourd'hui dans cette présentation cet aspect-là, mais c'est un aspect qu'on avait déjà abordé dans précédentes étapes du Challenge and Pousse. C'est un projet qu'on a... alors déjà, on a déposé une enveloppe solo sur le modèle de conception, sur le système d'assemblage d'éléments modulaires sur une plateforme flottante à destination d'une utilisation particulière ou commerciale. Ça, on l'a protégé par une enveloppe solo qui a été déposée en avril 2020. Voilà. Et en plus de ça, on voudrait
par la suite, du coup, c'était les prochaines étapes. Donc là, la semaine dernière, on a obtenu le statut étudiant-entrepreneur parce que c'est vrai qu'on a une volonté d'aller un petit peu plus loin encore dans le design, dans le développement et dans la construction commerciale de Flotome. Et c'est pourquoi, par la suite, pour concrétiser tout ce projet, on aimerait créer une SAS pour enfin rédiger et signer les contrats avec nos fournisseurs. Et encadrer tout ce fonctionnement. Et La j'avoue que je alliance. suis en train d'oublier le dernier aspect de votre question, mais… On a encore déjà 2 questions. J'en vois une troisième qui arrive. Il y a Pascal. Pascal avait levé la main. On va essayer de faire des réponses courtes, s'il vous plaît. Comme ça, on peut donner plus la parole au jury aussi. OK. Moi, j'avais 2 questions, mais je vais en choisir une des 2 pour laisser la place. Voilà. Quelle est la justification que vous faites entre la différence de prix qui existe entre les maisons professionnelles et les maisons particulières? Alors, la différence de prix qui existe entre les maisons vient principalement du temps en fait, dont on a besoin, la différence de temps qu'on alloue à la production de ces 2 maisons-là. Et ça vient du niveau de finition, de la conception qui n'est pas tout à fait la même, puisque les usages et les exigences d'un client professionnel ne sont pas tout à fait les mêmes. Surtout en ce qui concerne aussi l'emploi des matériaux et justement les questions de durabilité de ces matériaux-là. Donc on est sur un produit qui est un peu différent, qui n'est pas tout à fait destiné à un même usage. Et surtout, dans l'étude de marché qu'on a réalisée, il s'avérait que les clients professionnels avaient l'air d'attendre de ces maisons flottantes un niveau d'équipement. Quand je dis les équipements, c'est tous les derniers petits réglages et les dernières petites choses qu'on peut mettre à l'intérieur de sa maison flottante qui étaient supérieurs à celui des particuliers. Donc tout ça vient justifier cette différence de prix. On a maintenant une question de Franck Chicli. Je vous laisse parler. Voilà, j'ai mis le micro. Alors, question à défaut d'être intéressante, elle est très intéressée. Est-ce que vous avez fait une étude de marché sur le marché événementiel? Je m'explique. Nous avons installé dans le port de Cannes une plateforme qui permettait justement de pouvoir organiser des événements en marge, des événements professionnels qui ont lieu au Palais des Festivals. Par contre, ça n'a pas été forcément un succès au sein du port, alors qu'on est juste près du Palais des Festivals et le modèle économique, finalement, se trouve un petit peu mis en difficulté. Je ne parle pas de la période que l'on a traversée depuis 1 an. C'est clair qu'on a vécu, comme tout le monde, la crise, mais ça faisait quasiment 1 an et demi que c'était installé et nous avons eu uniquement 2-3 événements. Est-ce que votre étude de marché prenait en compte l'événementiel? J'ai vu que c'était dans une de vos slides de présentation. Merci. Alors, oui, alors notre étude de marché n'était pas concentrée et spécialement orientée sur l'événementiel, mais en réalité, l'événementiel est quelque chose qui est ressorti de cette étude, alors qu'on n'y avait pas, pour être sincère complètement avec vous, nous, spécialement pensé en amont. Pourquoi on n'y avait pas spécialement pensé en amont? Parce que malgré la connaissance qu'on avait pu avoir des différentes solutions qui existaient déjà sur le marché, eh bien, on était différenciant en fait tout simplement de ces solutions-là, qui étaient des solutions qui n'avaient pas spécialement marché. Et considérant que notre proposition était quand même différente dans le sens où nous, on propose vraiment quelque chose qui est conçu comme une habitation et qui propose le même niveau de confort et de finition dans ce qu'on peut retrouver dans la construction classique. Voilà, l'événementiel, c'est plutôt une partie de la demande qu'on a encore un petit peu du mal à cerner. Et pour nous, ça se tournerait plutôt, par exemple, sur des besoins en logement qui accompagneraient des événements. Mais la partie événementielle ne serait pas directement liée à l'exploitation de maisons flottantes, puisqu'on a vu que ce n'était pas forcément un produit qui s'y prêtait de toute façon, ne serait-ce qu'à l'accueil de public en nombre, etc. Après, comme dit, le nombre de personnes, normalement, est limité donc, sur la plateforme flottante. Mais c'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer, pour faire connaître, par exemple, ces différents événements, je pense pour vous à Cannes, d'abord simplement créer des after-work pour les entreprises et les particuliers, pour un petit peu redynamiser, justement jouer sur le côté communauté sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que nous, toute cette expérience client justement et l'expertise, c'est vrai un petit peu plus business qu'on peut avoir derrière, va permettre aussi de monter en notoriété justement tout cet enjeu pour les collectivités locales. Et c'est sur ces belles paroles que vous terminez vos échanges avec le jury. Désolé, Christopher, je voyais ta main levée depuis tout à l'heure, mais
voilà, on a eu des explications de la part des candidats qui du coup, méritaient d'être entendus. Et je sais que tu pourras leur poser des questions ultérieurement quand ils mettront des maisons dans le port de Cannes. Tu viendras en voisin, donc pas de souci. Avec plaisir. Merci à l'équipe Photone, merci au jury pour les questions. Donc on va maintenant procéder à ce petit échange comme tout à l'heure, donc entre équipes. Et on va appeler la troisième et dernière équipe à présenter cette année pour cette finale du Challenge on Pouce 2020-2021. J'appelle donc le projet Veggie & Co, April, Camille, Mélanie, Anastasia, Carole, donc une équipe 100% féminine qui va nous rejoindre et qui, en principe, va nous faire un petit effet graphique. J'espère qu'on va pouvoir le voir à la caméra via Zoom. Alors, Audrey est en train de les faire rentrer une à une en mode présentation pour nous rejoindre. J'espère que je n'ai pas encore. April, Mélanie, Anastasia, Carole. N'hésitez pas à lever la main si vous entendez votre prénom, comme ça on vous repère dans la liste des présents et puis on peut... Alors les filles, est-ce que vous êtes 3 aujourd'hui? Oui. D'accord, donc vous êtes au complet, super. Très bien. Alors oui, c'est vrai pour le jury, je précise qu'il arrive régulièrement que les équipes ne soient pas 100% complètes au moment des présentations de demi-finale ou finale. En fait, les obligations liées au stage pour quelques-uns des étudiants et des étudiantes font qu'ils ne sont pas nécessairement en capacité de se joindre à nous. C'est ce qui a fait par exemple que cette année, la 4e équipe qui avait été sélectionnée en demi-finale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand on était en aparté, la 4e équipe malheureusement n'a pas pu poursuivre et a dû jeter l'éponge, et c'est lié à une problématique de stage. On en est vraiment désolé parce que le projet était tout à fait intéressant, il demeure intéressant, et pour que vous sachiez tout et que je joue la transparence avec vous, je me suis engagé au nom de Télécom Vallée à leur donner un petit coup de pouce dans les méandres de l'entrepreneuriat étudiant aujourd'hui sur notre Côte d'Azur, avec la fondation, avec le Challenge Pépite, avec tout un tas de structures qui existent et qui font qu'aujourd'hui, les étudiants sont attendus et sont entendus quand ils parlent d'entrepreneuriat, ce qui n'était pas le cas il y a 19 ans, quand on a créé le Challenge on Pouce. Donc voilà, nous, on continue contre vents et marées. Pour nous, c'est fondamental. Et si on peut aider, eh bien c'est parfait. Donc, et juste remarquer comme Jean-François est dans la lumière et que c'est magnifique, à ce moment-là, le soleil brille sur lui. C'est très beau. Donc, on va, comme pour les 2 exercices précédents, se retirer sur la pointe des pieds. En tout cas, on va, nous, Audrey et moi, éteindre notre micro. On va déclencher le chrono et vous avez, mesdemoiselles, je les laisse mettre 15 minutes. On vous laisse partager l'écran, comme ça, on sait qu'on est bon. C'est parfait. On voit votre présentation. On voit vos magnifiques t-shirts aussi. J'avais dit au jury que vous aviez un effet graphique à nous montrer, donc c'est parfait. On est ravis de ça. Veggie & Co, donc voilà. Audrey, c'est parti. Et voilà, on coupe. Alors, bonjour à tous. Merci d'être avec nous donc, pour la finale du Challenge on Pouce 2021. Nous sommes l'équipe Veggie & Go et nous allons vous présenter notre projet. Alors, tout d'abord, Veggie & Go, c'est quoi et pourquoi? Alors, d'après une étude qui est parue en mai 2020 par le Columbus Consulting, nous sommes aperçus que la majorité des Français souhaitaient s'orienter vers des produits locaux pour leurs achats alimentaires, plus que l'alimentaire, mais vraiment, on est vraiment tourné vers l'alimentation. Et ils souhaitent également s'orienter vers des produits bio, des produits sains, bons pour la santé. Et on a également une majorité de Français qui sont prêts à passer au digital pour leurs achats alimentaires. Ces différents besoins renforcés par la situation actuelle nous ont poussé à créer ce Veggie & Go, qui est un système de panier de légumes. Il y a plusieurs types de paniers, des paniers sur mesure, des paniers avec des recettes à l'intérieur, ce qu'on appelle les paniers du chef, qui sont en collaboration avec un chef. Et en fait, ces paniers seront disponibles dans des machines réfrigérées qui seront en ville, en gare par exemple.
Chaque panier en fait ne sera pas dans une cagette mais dans un tote bag. Pourquoi le tote bag? Parce qu'en fait, on aura un système de consigne. Le client la première fois payera le tote bag et puis il pourra le remettre dans le casier, on le récupérera et ça fera un système de consigne qui tourne pour être dans un côté green. Chaque panier est récupéré à l'aide d'un QR code. Où a-t-on ce QR code? On l'a sur l'application. Une application qui sera à nous, créée par nous. On peut aussi faire le site web, mais on va privilégier l'application. Sur l'application, il y aura tout un côté inspiration avec différentes recettes. On paye, on récupère le QR code, on récupère son panier et on répond à la demande actuelle. Alors, pour les lieux de distribution, on a choisi les gares, les centres commerciaux et les voiries. Comme vous pouvez le voir, la mise en place du projet dans ces endroits est longue, voire très longue. On a déjà contacté la voirie et on peut négocier les prix. Cependant, on a eu du mal, on n'a pas réussi à avoir les centres commerciaux au vu de la situation. Donc, pour le moment, nous privilégions la gare car c'est le plus pratique pour le client. En effet, il y a beaucoup de passages. On va reprendre. Donc, la gare est le moyen privilégié pour nous pour l'instant. Nous avons eu contact avec la branche de la SNCF qui s'occupe des gares, donc les lieux gares, qui est Gare et Connexion. Donc, la responsable de Gare et Connexion, PACA, est très intéressée par notre projet. Et elle est ouverte à nous laisser une gare gratuitement à laisser pour voir la réussite de notre projet. Alors, au niveau de la logistique, on a déjà un peu imaginé à l'avance à quoi ressemblerait notre journée. En fait, le matin, on va procéder à la récolte des légumes dans différentes fermes locales. C'est 5 à 6 fois par semaine parce qu'en fait, il faut que ce soit extrêmement frais. On va les garder un grand maximum de 2 jours dans nos stocks. C'est un roulement qu'on va devoir apprendre à faire et qu'on va optimiser avec le temps. Pourquoi que 2 jours? Parce qu'en fait, il faut que les clients puissent le conserver chez eux. Ils vont peut-être pas cuisiner le soir même, ils vont peut-être cuisiner 2 jours plus tard. Donc, on leur donne un temps pour qu'ils puissent cuisiner. Une fois que les légumes sont stockés, une personne créera le panier à la main et une autre amènera le panier à la machine choisie par le client. Le remplissage se fait un minimum de 3 fois par jour, voire plus. On a déjà prévu à l'avance que ça serait sûrement plus, mais au moins 3 fois. Alors, pourquoi croire en nous? Donc, nous avons analysé et recensé notre concurrence. Nous avons différents types de concurrents qui vont des centres commerciaux traditionnels, type Carrefour, aux épiceries fines qui proposent des paniers de légumes, aux paniers de légumes livrés à la maison, ou encore les producteurs traditionnels. Et nous avons déterminé 2 axes sur lesquels nous pouvons vraiment être différenciants. Le premier est l'axe technologique, puisque le choix, la commande et le paiement se feront sur l'application et les paniers seront donc à aller récupérer à la machine grâce au QR code. Et d'autre part, c'est l'aspect instruction, puisqu'en effet, nous allons créer des recettes et les mettre à disposition pour les clients des paniers Veggie & Go. Alors, à quoi ressemble l'expérience Veggie & Go? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura une application qu'on va créer nous-mêmes. Cette application, chacun aura son compte dessus et il y aura de nombreuses recettes différentes. Il faut savoir que les recettes vont varier en fonction de la saison parce que nous ne faisons que des légumes locaux et on ne veut pas créer un peu d'envie inassouvie chez les clients. Donc, les recettes qui ne seront plus les recettes de Noël, en fait, ne seront plus disponibles en été, vice-versa. Le client crée donc son panier, il le valide, il paye directement sur l'application. On centralise tous les achats chez nous et il reçoit son QR code. Grâce au QR code, il va à la machine, il récupère son panier. Et c'est là le processus clé de Veggie & Go. On facilite les courses, on simplifie extrêmement le côté pénible qu'il y a d'habitude de j'ai du mal à choisir ma recette, je ne sais pas quoi faire, il n'y a plus rien au supermarché, il n'y a pas ce qu'il me faut. Chez nous, c'est simplifié. Et après,
on va logiquement dans la cuisine, on cuisine, et on mange et on profite du repas. Et ça crée un cercle vertueux pour manger plus sainement, plus facilement. Il faut savoir qu'on a identifié un danger, c'est-à-dire que si on met nos recettes sur l'application même, il y a un danger qu'on devienne un marmiton bis. Donc on a choisi de ne pas mettre le procédé des recettes sur l'application, que les détails en gros, le nombre de légumes, le temps de cuisson. Le procédé de la recette sera uniquement disponible dans le panier. Il faut aussi savoir que ces recettes sont faites par notre chef dédié, chef Muller. Ce sont nos recettes à nous, ce ne sont pas des recettes prises d'Internet. Alors, qui va consommer les paniers Veggie & Go? Alors, on a identifié 3 cibles principales. Tout d'abord, nous avons Éléonore, qui est une jeune sportive célibataire, qui apprécie vraiment la cuisine faite maison. Elle mène une vie saine, une vie sportive. Elle va intégrer les fruits et les légumes dans chacun de ses repas. Et elle va vraiment extrêmement limiter sa consommation de produits transformés. Ensuite, nous avons Louis et Sylvia, qui sont un jeune couple de trentenaires, qui, eux, sont vraiment des amateurs de nouvelles recettes, de découvrir de nouveaux modes de cuisson, de nouveaux produits. Et eux vont consommer les produits Veggie & Go pour toute la découverte que ça peut leur apporter. Et ensuite, nous avons Marie, Pierre et leurs 2 enfants, qui sont donc notre profil famille, où ici, l'idée est vraiment de proposer des repas de qualité pour toute la famille et diversifiés en privilégiant le circuit court. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons une cible qui est assez large, c'est volontaire. Notre but, c'est vraiment de permettre à tous de mieux manger facilement. Donc, au niveau des budgets hebdomadaires, on a calculé le budget de chacun des personas. Pour Éléonore, comme elle mange très sainement, elle a un budget qui est quand même assez haut pour une personne seule. Comme vous pouvez le voir, on a créé un panier type, en sachant bien sûr que le panier type va varier de saison en saison, mais on a créé un panier type et on rentre parfaitement dans son budget parce que notre prix est légèrement inférieur au sien. Chez Louis et Sylvia, notre panier type est un petit peu plus haut. Pareil pour Pierre et Marie, mais c'est vraiment une majoration minime. Et il faut savoir que en fait, là, ce qui fera la différence, ce qui va convaincre d'acheter Veggie & Go plutôt que d'aller au supermarché, ça sera la facilité de distribution. C'est vraiment là-dessus qu'on vise tout. Alors, pour la machine, on a déjà la machine. On ne va pas la faire nous-mêmes. En fait, on va travailler avec le Casier Français, qui est une société française. Pourquoi? Parce qu'on veut rester dans l'axe local, français. C'est vraiment notre fibre, en fait. Dans un premier temps, on va la louer à 500 € par mois. Et si tout se passe bien, on l'achètera à 12 000 €. Des frais d'abonnement sont à prévoir en plus de 40 € par mois. Ce sont des frais qui nous permettent de payer directement en machine si un jour il y a un problème ou pourquoi pas pour créer des paniers en vente rapide, en vente directe. Cette machine est réfrigérée. Elle permet de garder les légumes, la qualité des légumes et de les garder longtemps en fait. Alors, concernant nos prévisions financières, donc, nos principales dépenses sont les frais de personnel, à savoir que nous prévoyons 3 personnes à temps plein et 3 personnes à temps partiel par jour et pour assurer la rotation avec les jours de congé. Et nous prévoyons également d'être un employeur qui soit inclusif en ouvrant nos postes à toutes les personnes et notamment les personnes handicapées afin de leur permettre d'intégrer facilement le marché du travail. Ensuite, les coûts en plus sont les coûts de la machine, les coûts logistiques qui vous ont été expliqués un tout petit peu avant. Et bien sûr, une part très importante est le paiement des fournisseurs, puisqu'évidemment, nous allons acheter les produits, les matières premières à nos producteurs et les rémunérer d'une manière juste. Concernant nos revenus, nous avons calculé qu'avec une machine, nous pouvions avoir 90 clients par jour et réaliser 1290 paniers par mois, avec un panier moyen d'environ 31 €, ce qui nous assure un chiffre d'affaires d'environ 40 000 € par mois. Mais évidemment, ces chiffres peuvent être amenés à évoluer en fonction du marché, bien évidemment.
Alors, une autre problématique à laquelle on fait face, c'est qu'une partie de notre public, ce sont des personnes qui sont habituées à aller sur des marchés ou dans des supermarchés bio où il y a une grosse fidélité créée autour de la connexion avec le vendeur. Pour pallier à ce problème, à ce côté très digital que l'on a, nous avons décidé de mettre en place une forte communication sur les réseaux sociaux. Par exemple, en publiant des informations sur les légumes, par exemple sur Facebook, en créant des teasers de recettes sur Instagram. On pense faire beaucoup d'interviews avec les producteurs et les chefs parce qu'en fait, Veggie & Go, c'est vraiment du lien, c'est du contact, recontact en fait, avec les locaux. Et aussi, pourquoi pas, des recettes live où on créera des recettes en live et on fera des interactions directes avec le public. Alors, concernant nos objectifs, donc à 3 ans, ce sera une multiplication des machines Veggie & Go au plus près de chez vous, donc que ce soit en gare, puisque c'est le lieu principal de distribution, mais également à venir, on espère, les centres commerciaux et les voiries. Nous avons également dans l'idée de créer des partenariats avec des appart-hôtels, parce qu'en effet, dans ce type d'hébergement, il y a des kitchenettes et le client qui pourrait, durant son séjour, avoir besoin de cuisiner dans sa kitchenette pourrait tout à fait réserver un panier Veggie & Go et pouvoir aller cuisiner tranquillement pendant son séjour dans sa chambre. Et nous allons également augmenter le nombre de recettes disponibles sur notre application grâce à notre chef qui réalise donc ces recettes. À 5 ans, l'objectif principal est d'accroître la notoriété de Veggie & Go pour acquérir le maximum de clients, bien sûr, et envisager une expansion au-delà de la région PACA et pourquoi pas sur la France entière. Pour soutenir ce projet, nous avons une équipe soudée et motivée. Il faut savoir que les postes sont répartis naturellement entre nous. Nous avons donc Camille Muller, responsable de cuisine, qui crée les recettes, responsable qualité, qui vient de l'Institut Bocuse. April Durando, responsable juridique, qui s'occupe du dépôt de marque et aussi qui a une caractéristique bilingue, donc qui nous aidera à partir à l'international. Mélanie Pfimelin, directrice administrative et financière, qui a déjà participé au lancement d'un hôtel et qui s'est parfaitement retrouvée dans l'aspect administration, gestion. Anastasia Sanchez, responsable commercial qui avait déjà fait pas mal de B2B et B2C, qui est notre contact direct avec les entreprises et qui gère le casier français. Et enfin, moi-même, à l'initiative du projet, je suis la personne qui a porté l'idée. Je m'occupe aussi du marketing et de la communication avec nos petites mascottes. On vous remercie pour votre écoute et on espère bientôt vous livrer des paniers de légumes. Et nous, on vous félicite puisque vous avez tenu le challenge et que vous venez de terminer votre présentation en 14 minutes 24 secondes et quelques centièmes. Donc, vous êtes impressionnante. Bravo. C'est maintenant au jury de montrer qu'il est tout aussi efficace que vous pendant 10 minutes à poser les questions et à avoir des réponses. Alors, je vous invite donc à aussi bien côté jury que côté équipe, à faire des questions brèves et des réponses brèves. Comme ça, on peut avoir plus de questions et plus d'interactions, si vous voulez bien. Et j'ai demandé à Audrey de poser sur la table, vous le voyez peut-être là devant nous, le totem du Change & Pouce, en fait, qui est le prix Isabelle Attali, qui symbolise le prix Isabelle Attali que l'une des 3 équipes va remporter à l'issue de cette journée. Donc, on va donner la parole au jury et on va démarrer le chrono jury. Et il y a déjà une main qui se lève, c'est plusieurs, d'accord. Alors, c'était Michel en premier. Il y a César. César. Alors, César, à toi. Si, bonjour tout le monde. Est-ce que, alors voilà, là, vous parlez quand même de manger du frais, etc., etc. Est-ce que vous avez fait une étude de marché? Est-ce que ces gens qui aiment acheter frais, manger bio, etc., ça les rebute pas un peu de ne pas choisir leurs fruits et légumes, d'aller les prendre dans un casier automatique? Moi, ça, j'aime bien l'idée, mais c'est un peu ça qui me fait peur, en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un danger, c'est l'aspect machine qui peut en rebuter certains. Ça attirera les plus jeunes, en fait. On sait que la population plus jeune n'a pas de difficulté avec ça. Et il faut savoir qu'en fait, sur l'application, on peut choisir nos fruits et légumes. On peut faire un panier qui est parfaitement sur mesure. On n'est pas obligé de faire que les recettes. Est-ce que j'ai répondu?
Alors, moi, je peux poser aussi, je vais continuer quand nous, enfin, sur le territoire de Grasse, on travaille beaucoup sur ces sujets de l'alimentation. Il y a énormément de projets qui ont démarré. Je n'ai pas vu d'études de marché là-dessus sur la concurrence. Je pense que ça serait bien de la faire. Et la deuxième question rapide, c'est il y a un gros problème dans les Alpes-Maritimes, c'est le sourcing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si dans une période assez large du mois de septembre au mois de mars, les légumes, ça va être limité à quelques poireaux et des choux. Donc voilà, le côté local est très très difficile à réaliser sur notre territoire. Alors, il faut savoir par rapport à ça qu'on a pu entrer en contact avec un agriculteur. Je laisse Mélanie vous expliquer un petit peu ce qu'il nous a expliqué. Alors, donc, on allait rencontrer un producteur directement à Carrosse, donc sur son exploitation. Donc, on a pu clairement lui expliquer notre projet, les tenants et les aboutissants. Et en envisageant carrément le partenariat à très court terme avec lui pour voir un petit peu ce qu'il avait à nous proposer. Donc, effectivement, il nous a dit que on pourrait jamais compter sur un seul producteur, puisqu'effectivement, même s'ils vont essayer de produire le maximum de légumes, ils vont jamais pouvoir réussir à, entre guillemets, subvenir aux besoins de tout le monde. Ça, c'est certain. Donc, on va tabler sur plusieurs producteurs. Mais il a dit que même s'il ne pouvait pas garantir la quantité, il génère une production à l'année. Et en fait, on va faire des recettes qui sont variées, mais en utilisant les légumes disponibles. Par exemple, on va avoir sur une semaine des tomates, des poivrons et des oignons, admettons. On va proposer à la fois une tarte provençale et une ratatouille. En soi, ça utilise les mêmes légumes, mais la recette va être différente. Et en plus, on envisage, mais après c'est vraiment une réflexion qu'on a ces derniers temps, ce serait de se mettre en partenariat avec des bouchers, des fromagers qui font les produits que l'on ne propose pas dans les paniers, afin de pouvoir proposer un éventail de recettes encore plus large, pour pallier en fait au manque qui peut être survenir au cours d'année. Voilà, pour vraiment répondre toute l'année aux besoins des consommateurs. Ensuite, on a une question de François. Merci. En fait, je tique sur un chiffre. Vous avez annoncé 90 clients par jour par machine. Alors, j'ai peut-être mal lu. Non, 43. Ah. 43 clients par jour. Ah, ok. Alors, à la limite, oui. Alors, du coup, c'est 2 fois moins, mais je pose quand même la question. C'est la rotation. J'ai du mal à imaginer une rotation sur une machine de 43 personnes, ce que ça veut dire que derrière, vous, c'est de la logistique sans fin. Et du coup, le ramener aussi au coût de la machine, que je trouve assez cher, 12 000 €. Voilà. Donc, c'était... Et en plus, vous les achetez, donc le risque aussi de tout ce qui est maintenance, etc. Est-ce qu'il n'y a pas juste un coût de location? Enfin, voilà. Alors, pour le moment, on a vraiment envisagé à la location, voilà, justement pour vraiment se laisser le temps que le projet fonctionne, pour ensuite envisager l'achat. Et chaque machine fait 15 casiers. Donc, en fait, 15 casiers, 43 clients, ça nous fait même pas 3 rotations par jour. Et pour quelqu'un qui va aller chercher son panier, par exemple, le matin, qui a réservé la veille, et ensuite à midi et le soir, en fait, nos 3 rotations, elles peuvent se faire très facilement. Ça pose pas tant de problèmes que ça, surtout qu'en plus, on a trouvé un local qui est à proximité de la gare de Nice. Et donc, ça nous permet de faire la distribution assez rapidement. Une fois que le client est allé chercher son panier, a scanné son QR code, nous, on reçoit en direct que le panier a été cherché. Ça nous laisse le temps de nettoyer et de mettre le nouveau panier en place. Donc évidemment, ça se fait tout du long, évidemment, mais c'est possible, sans problème. On a une question de Christopher. Alors déjà, je voulais dire à Michel qui a de très bonnes recettes avec les poireaux et des choux. Je voulais revenir effectivement sur ce qui a été un petit peu soulevé déjà. J'ai un problème en fait. D'un côté, vous parlez de bio, de manger sain, et puis de l'autre côté, vous avez des machines qui consomment de l'énergie. Vous allez effectuer plein de déplacements pour aller alimenter vos casiers. Quitte à se demander peut-être pourquoi vous ne feriez pas directement la livraison chez le client qui serait dans le périmètre autour, pourquoi pas, parce qu'il y a déjà des sortes de livraisons de paniers qui existent déjà. Vous imprimez des recettes sur du papier que vous laissez dans les casiers. Donc il y a quand même pour moi un paradoxe entre ce qu'on essaie de faire un côté bio et puis du coup tout ce qui est énergivore à côté. Je me pose la question à savoir
Pourquoi ne pas plutôt faire une épicerie où vous auriez plein de légumes et vous éviteriez à faire tous ces allers-retours, parce qu'au final, aller à un casier ou aller à une épicerie pour le client, ça revient un petit peu au même, et de lui préparer au travers de l'appli son panier, comme ça le client il débarque, il scanne, il repart avec son panier. Qu'est-ce que ça apporte de plus finalement d'avoir ce casier, qui pour moi en plus est un peu une aberration par rapport au côté écolo, quoi. Alors en fait, le casier, l'idée de départ du casier, mais c'était vraiment quand on n'était pas encore vraiment sûr qu'on allait pour le moment être que sur une gare. Mais le casier est là pour permettre en fait de venir chercher son panier plus ou moins en 24/24. C'est-à-dire de ne pas être dépendant d'horaires d'ouverture, d'horaires stricts. Quand vous, je sais pas Ceci si dit, vous êtes... c'est pas le cas, parce que, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est pas le cas, parce qu'il faut programmer à quel moment on va récupérer le panier en amont. Ça veut dire que c'est pas j'y vais quand je veux. Non, faut quand même que non, mais ça va. C'est le client qui va déterminer à quelle période horaire il pourra aller chercher son panier. C'est juste que nous, on va mettre une limite, on va mettre un intervalle de 6 heures minimum entre la prise de réservation et la livraison. Mais si c'est 7 heures, ce sera 7 heures. Si c'est 8 heures, ça sera 8 heures. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter. Qui le souhaitent aux 6 heures en même temps, vous avez un problème. Vous ne pourrez pas servir plus de 15 clients qui le voudraient dans la même plage horaire. Ça, c'est sûr. Après, on va essayer d'avoir un tournement très régulier pour pouvoir vraiment assurer le service au maximum, c'est sûr. Je trouve que l'appart hôtel, c'est une très très bonne idée en revanche. Là, pour le coup, je trouve que c'est hyper adapté. Mais en ville, à une gare, j'ai un peu du mal, j'avoue. Je laisse ma place. On va passer à la question suivante. On avait une question de Franck. Oui, je partage effectivement ce qui a été dit. L'appart hôtel, c'est une excellente idée, parce qu'effectivement, ça répond à un besoin. Après, moi, j'avais deux questions qui demandent une réponse très courte. J'ai bien compris, on commande et les paniers sont fabriqués à la demande. Oui, les paniers, en fait... Donc, il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de perte. C'est ça, tout à fait. D'accord. OK. Deuxième question aussi très rapide. Remarque plutôt. J'ai bien compris, Gare de Nice, et c'est... moi, je voyais l'exemple sur la ville de Cannes. Si vous aurez proposé, je sais qu'il existe des petits producteurs qui proposent les livraisons sur les lieux de travail de paniers déjà tout prêts et qui vendent par ailleurs sur le marché de Fortville. Et en fonction des récoltes, de la saison, etc., il y a des choses différentes dans le marché, avec des prix qui sont en dessous de ce qui est annoncé. J'ai peur que l'étude de marché, au moins sur Cannes, vous montre une concurrence qui est déjà présente. Alors, je ne sais pas sur Nice, avec le marché des libérations, qui n'est pas trop loin de la gare, je ne sais pas si c'est le cas aussi, mais méfiance quand même. En fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à la livraison, nous, on se place à l'opposé des paniers traditionnels qui sont au travail ou à la maison, parce qu'en fait, c'est très compliqué de le recevoir. Et il y a pas mal de personnes qui le reçoivent au travail, qui sont en moto, qui sont coincées, ou de plus en plus de personnes qui n'ont pas de voiture, et donc qui ne peuvent pas recevoir le panier de légumes au travail et le mettre dans la voiture et se déplacer facilement avec. C'est pour ça qu'on s'était mis en gare pour toutes les personnes qui prennent le train en temps normal, hors situation Covid, qui prennent le train et qui rentrent. Je vous rassure, quand vous êtes en gare, que vous prenez le train, vous n'êtes aussi pas en voiture. Et quand vous arrivez à votre gare, le temps de rejoindre votre domicile, vous n'êtes pas aussi en voiture. Donc, ce n'est pas pour être désagréable, mais c'est pour relancer un peu le débat de ce côté-là. Oui, il n'y a pas de souci. En fait, on avait fait des recherches. On avait fait des études qui montraient que pas mal de personnes étaient rebutées par l'aspect où ils ne choisissaient pas le panier, ils ne choisissaient pas ce qu'il y avait dedans, mais qu'en plus, ils étaient coincés parce que coincés à la maison ou coincés au travail. Voilà, c'est pour ça qu'on avait pensé à la livraison en gare. Ouais, c'est vraiment ce qui est ressorti. On avait fait un questionnaire qui avait recueilli un peu plus de 80 réponses dessus. Et c'était vraiment ce qui ressortait, c'était vraiment ce problème. Donc déjà, voilà, de absence de sur-mesure, où la plupart du temps, si vous voulez vous commander un panier, c'est vraiment des produits prédéfinis, à un prix prédéfini. Si par malheur, vous n'aimez pas un des légumes, vous ne pouvez pas le changer, c'est pas possible. C'est vraiment fait tout court. Donc on voulait vraiment pallier à ça. Et deuxièmement, il y a l'aspect livraison qui, du coup, n'est pas forcément une bonne idée pour tout le monde, en fait. C'est sûr que Veggie & Go ne va pas parler à tout le monde.
Et ça va parler aux personnes qui sont prêtes, quand ils rentrent du travail le soir, à porter un peu leur panier le temps de rentrer chez eux et qui n'auront pas à aller faire les courses parce qu'ils auront déjà leur panier. Voilà. On va juste laisser la dernière petite question à Frédéric qui avait levé la main avant François. Désolé François. Et si c'est possible, une question rapide et une réponse tout aussi rapide. Merci beaucoup par avance. Bon, ok. Je me suis fait un peu piquer ma question. J'ai gardé la main levée. Pareil, je tique un peu sur le choix des gares. Je comprends mieux avec votre explication aux différentes questions. Donc, il y a vraiment une cohérence. Je pense que c'est plus donc un conseil peut-être qu'une vraie question. Il y a une complémentarité à trouver avec les modes de commercialisation actuels et ce que vous proposez. C'est intéressant, mais ça lève aussi un certain nombre de problèmes, notamment dans la récupération aux machines. Vous nous avez présenté un peu Disneyland où les gens sont à l'heure et ils vont prendre les paniers comme il faut, etc. Dans la vraie vie, je crains qu'il y ait quelques soucis avec ça. Donc voilà, je ne serai pas plus long. C'est une belle conclusion et merci beaucoup. Le jury a un tout petit peu glissé aussi en termes de délai, mais voilà, On reste avec quand même 2 minutes d'avance et c'est pour ça qu'on va demander aux étudiants donc déjà d'arrêter le partage d'écran pour l'équipe VG et si toutes les équipes peuvent lever la main, que je puisse vous repasser en panéliste et qu'on puisse faire une vraie photo de groupe, même si malheureusement on ne sera pas tous en présentiel, mais au moins qu'on ait un petit côté sympa. Donc je vous laisse lever la main. Et après, on demandera à tout le monde de quitter la salle, hormis pour le jury. Voilà, je vous rappelle qu'à 3 jours près, cet exercice de finale devait se dérouler en présentiel à Cannes et qu'on était tous plus que contents de pouvoir envisager être parmi les premiers usagers d'un magnifique bâtiment qui est sorti de terre il y a vraiment très très peu, qui a été livré fonctionnel depuis très peu de temps. Et on a été ravis de pouvoir avoir Franck qui, au nom du territoire, nous aurait accueillis avec sa gentillesse de tous les jours. On se connaît depuis longtemps, donc je parle en connaissance de cause. Je ne fais pas de cirage de chaussures, on se connaît depuis 30 ans. Donc voilà, merci de ce qui aurait pu être, mais que, comme je disais tout à l'heure… On s'est connus à la maternité, hein, pour les plus jeunes. Pas loin. Merci à la ville de Cannes, en tout cas, de nous garder un slot le plus tôt possible pour qu'on puisse recommencer. Je vous rappelle que cette année, dans l'agenda de notre belle Côte d'Azur, il y a eu aussi une très belle aventure qui s'est déroulée sur Cannes, qui a été le Hacking Space organisé avec l'Agence spatiale européenne, le CNES LESA, pour lequel l'équipe qui a gagné, et ça il faut le dire à chaque fois et le répéter, l'équipe qui a gagné la finale à Cannes cette année, eh bien, tout simplement a gagné la finale mondiale. Donc, on se retrouve avec des championnats cannois qui sont devenus championnats du monde avec un projet absolument incroyable qui, depuis, ne cesse de faire des présentations. J'étais avec eux, avec un groupe de business angels il y a quelques semaines, et je peux vous dire que les business angels en question étaient plutôt très excités d'entendre ce qui leur a été présenté. Donc, moi, je souhaite la même réussite aux 3 équipes qui nous ont rejoints et qui nous ont fait le plaisir d'être nos finalistes de cette année 2021. Alors, avant que tout le monde se retire côté étudiant, côté candidat, et que je reste avec le jury, je vais quand même vous dire ce qui va se passer. Donc, la flamme qui est posée sur la table, comme je vous le disais tout à l'heure et qu'Audrey a gentiment amené, donc représente et symbolise le prix Isabelle Attali, qui est le prix qu'on décerne à l'équipe gagnante chaque année du Challenge Jeune Pousse. Ça s'appelle Isabelle Attali parce que c'est un hommage à quelqu'un qui était une femme aussi gentille et souriante que brillante, et pour ceux qui l'ont connue, un véritable bonheur de pouvoir travailler avec elle au quotidien. Isabelle, malheureusement, n'est plus là, mais elle a été dans les moteurs qui ont vraiment lancer cette dynamique d'entrepreneuriat étudiant sur tout le territoire académique azuréen. Et donc, chaque année, on se souvient d'elle en décernant le prix Isabelle Attali. Et chaque année, on est très fiers d'imaginer que voilà, un très beau projet va rappeler son nom
et que quand la presse parlera du prix Isabelle Attali décerné par Télécom Vallée, eh bien, on rendra au passage un hommage à cette femme extraordinaire. Ce prix Isabelle Attali, eh bien, il va s'accompagner donc de tout un tas de prix et de services qui vont être offerts. Nous, Télécom Vallée, en fait, on va faire du cash prize. On va vous offrir à l'équipe gagnante 1 500 € de bons cadeaux pour que vous puissiez dépenser ce que vous voulez sur les enseignes locales ou sur nos enseignes numériques. Hein. La ville de Cannes, par exemple, a été dans les premières en période de Covid à dire qu'il fallait à tout prix virtualiser le petit commerce. Donc ça aussi, c'est important. Ça se fait également sur Nice, ça se fait également un tout petit peu partout ailleurs. On a été un peu triste sur le paysage industriel, sur le paysage économique local, d'apprendre que, par exemple, il y a quelque temps de ça, pour autant, des très belles idées comme Panier Bleu, qui était une véritable belle aventure, malheureusement, se sont interrompues. Et ça, c'est très triste, parce que c'était une très, très, très belle idée. Comme quoi, un beau projet, une belle idée peut malheureusement tomber sur des obstacles. Et donc, on va, au-delà de ces 1 500 € donc, de cash prize, on vous réserve aussi 1 500 € de valorisation, donc de nouveau d'abondement de la part de Télécom Vallée si vous créez l'entreprise, pour pouvoir vous accompagner dans les formalités, dans les premières dépenses, etc. Et puis, on va aussi distribuer des possibilités d'hébergement et d'incubation pour les autres projets qui ne seront pas les champions de l'année. La pépinière de Cannes, Créa Cannes, donc chaque année nous propose d'héberger un projet. Donc vous serez, pour l'un des projets, vous serez accueillis à bras ouverts à Cannes, si vous le souhaitez, avec 6 mois d'hébergement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui aura lieu sur le territoire ici de Sophia Antipolis, ici même dans le bâtiment où on se trouve en ce moment, Audrey et moi. Alors ça, tu dis Créa Cannes. Et on a aussi hébergement ici au BPI. Absolument. Donc voilà. Et puis là, vous voyez donc Audrey qui va nous faire son petit selfie qui va bien pour montrer à la planète entière que… Alors, il y a eu beaucoup de tweets qui sont partis dans tous les sens. Hein, je sais, j'ai vu un petit peu, j'ai essayé de suivre. Et je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci aux 3 équipes. Un beau formellement. Sourire. Alors voilà. Un joli petit sourire tout le monde. Et on est là, nous, on se voit. Merci beaucoup donc aux 3 équipes à qui je vais demander maintenant d'avoir la gentillesse de nous quitter et de laisser donc le jury pouvoir faire son travail en toute sérénité. Vous avez été très bons dans vos présentations, vous avez été à chaque fois très divers, très pugnaces, et vous avez essayé de convaincre tout le monde au travers des questions-réponses. Bravo, c'était un peu le deal, et vous avez vraiment coché les cases. Donc maintenant, la difficulté, eh bien, elle repose sur les épaules du jury, avec qui on va se retrouver tout de suite dans la foulée, une fois que vous serez tous partis, pour pouvoir procéder donc à l'élection du projet qui remportera le prix Isabelle Attali 2020-2021. Merci beaucoup à tous les étudiants et à tous les membres du public qui étaient là avec nous aujourd'hui. Merci, à très très vite sur tous les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, Facebook, Instagram, Twitter. Vous allez avoir tout de suite les informations qui vont passer avec les résultats donc, du jury qui vont être annoncés là dans pas très très longtemps. Et puis, nos amis de la presse recevront notre communiqué de presse dans la soirée ou demain matin ou plus tard. Donc, il y aura aussi, comme à chaque fois, et on les remercie, des articles, des petites brèves qui seront là dans la presse locale et qui permettront de valoriser le travail que tous les étudiants ont pu faire et le travail aussi que le jury s'apprête à faire. Merci encore une fois à tous.